Oh, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être venus nombreux aujourd'hui pour cette session des débats organisés par l'AFT. Donc bon, on va démarrer maintenant pour rester quand même fidèle à peu près au timing, puis si des gens arrivent, ils s'inviteront dans la salle d'eux-mêmes. Aujourd'hui, donc, on accueille deux intervenants qui vont se présenter respectivement et puis qui vont ensuite débattre un petit peu et puis se questionner sur les sujets qu'on va aborder. Aujourd'hui, donc assez intéressant, hein, l'idée c'est de, on va dire, mettre en parallèle deux gros thèmes que sont le transhumanisme et l'écologie sous une approche qu'on pourrait qualifier de l'approche technoprogressiste des droits fondamentaux durables, donc environnementalisme viridien et perspective longévitiste. Voilà, on va faire un petit peu s'opposer, s'affronter, mais peut-être aussi se regrouper ces notions-là. Donc moi je ne vais pas passer plus de temps dessus, on va commencer par Didier. Didier, peut-être que je te laisse te présenter, voilà. Ça sera plus efficace. Oui, et donc en fait ça c'est le titre de mon petit exposé d'une vingtaine de minutes. Corentin, ce sera plutôt sur les questions énergie plus spécifiquement. Et donc je me présente, Didier Cornel, 61 ans, belge, travaillant dans la vraie vie comme juriste dans une administration de sécurité sociale. Ça c'est pour l'anecdote. Et ma passion, ce sont les questions de longévité, les questions liées mes passions, les questions de longévité pour lesquelles j'ai co-créé une organisation qui s'appelle le HILS, Healthy Life Extension Society, l'association française transhumaniste dont je suis vice-président. Et puis il y a aussi par ailleurs, ça c'est pas inintéressant, dans ce cadre-ci, je suis membre du mouvement écologiste depuis 60 ans, en fait, si je triche, c'est-à-dire que si j'additionne, les Belges comprendront, si j'additionne le fait que je suis à la fois membre d'Écolo et de Groen. Écolo depuis 35 ans et Groen depuis 25 ans environ. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous parler d'une approche technoprogressiste des aspects droits fondamentaux durables et donc particulièrement des questions liées à l'environnement, des questions liées à l'environnement et ce que nous, on a appelé un manifeste viridien, viridien étant le vert qui tire sur le bleu, vert, on va dire, moderniste. Donc, quelques faits d'abord. Donc, premièrement, parfois dans les médias, on parle de la civilisation moderne comme étant celle qui détruit l'environnement. En fait, on détruit notre environnement depuis à peu près toujours. Hein. Peut-être même avant d'être devenu pleinement humain, puisque selon certains, il y avait déjà eu des disparitions d'une partie de la faune. Oui, il y a quelques dizaines de milliers d'années, quand il y avait encore notamment l'homme de Néandertal. Et en tout cas, certainement depuis l'Empire romain, puisque pour ce qui concerne l'Empire romain, on peut encore aujourd'hui retrouver dans les glaces du Groenland des montées, notamment de la production de plomb détectable dans l'atmosphère et qui s'est transformé en glace. Il y a des domaines où peut-être que le pire est même déjà derrière nous. La crainte, mais c'est à mon avis malheureusement seulement la crainte de la guerre nucléaire et de l'hiver nucléaire est quelque chose dont on parle moins aujourd'hui qu'il y a 20 ou 30 ans. La crainte de la disparition totale des oiseaux, vu l'utilisation du DTT, on en parle moins aujourd'hui, mais là aussi peut-être à tort. La disparition de la couche d'ozone, ça c'est probablement la plus grande victoire, le plus grand progrès environnementaliste qui s'est fait par une conjonction du secteur privé et du secteur public qui a décidé assez rapidement d'arrêter la production de gaz qui avait pour effet de détruire la couche d'ozone. Un peu la même chose pour les pluies acides, ça c'est, moi je me souviens quand j'avais 20 ou 30 ans, c'était annoncé comme les forêts vont bientôt disparaître. Je ne sais pas exactement quelle a été la raison de l'amélioration, mais en tout cas on n'en parle plus beaucoup. Et on n'en parle plus généralement beaucoup
ce qu'on appelait la bombe P, la bombe population. Donc le fait que la croissance de la population va devenir totalement ingérable. Pour le moment, à l'exception de l'Afrique subsaharienne, la population globale a plutôt tendance à diminuer ou en tout cas à se stabiliser. Donc jusqu'ici tout va bien, hein, ce qui ne veut pas dire que ça va continuer à toujours aller parfaitement bien, peut-être assez loin de cela, parce qu'il y a aussi des domaines dans lesquels on détruit plus que jamais. Donc on détruit, ou plutôt plus exactement, on utilise plus d'énergie fossile que jamais, on a plus de gaz à effet de serre que jamais, et on a probablement moins de biodiversité ou plus de destruction de la biodiversité que jamais auparavant. Ok. Et donc pour certains aspects, le pire pourrait être devant nous. Le réchauffement global, c'est sûr que c'est celui dont c'est la question dont on parle le plus. Les cocktails toxiques, donc le fait que certaines substances, en se combinant, peuvent être extrêmement toxiques pour les humains. Et il y a aussi tout ce qu'on ne sait pas, ce que les Américains appellent parfois les unknown unknowns, les inconnus inconnus. Alors une chose dont on parle relativement peu, surtout en termes de risque, c'est ce que moi j'utiliserais le terme insectagadon, donc la disparition des insectes. Ça c'est pour moi probablement la chose la plus inquiétante aussi en termes de santé bien sûr, parce que la biomasse des insectes volants, donc voilà, 75% a disparu en 27 ans dans les zones protégées allemandes. 40% des espèces d'insectes sont menacées d'extinction et en gros, on ne sait pas exactement pourquoi. On sait que c'est global, on sait que c'est très fort, on sait que c'est même dans les endroits protégés, on sait que ça concerne même les simples mouches. Par exemple, on voit beaucoup moins de mouches aujourd'hui qu'auparavant. C'est pas une question de manque d'espace comme pour des grands animaux. Donc qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, encore une fois, on ne sait pas. Et d'autant moins que la grande consommation du DDT qui détruit les insectes est dans le passé. Les législations se sont améliorées en matière, en tout cas, enfin, dans beaucoup de domaines et notamment pour tout ce qui est rejeté dans l'atmosphère. Alors peut-être que c'est de nouveaux produits. Voilà. Donc ça c'est une décomposition qui a été faite par des experts pour les différentes causes. N'empêche, encore une fois, il n'y a pas une cause qui apparaît comme quelque chose qui serait nouveau et qui donc expliquerait, sauf il y a des gens qui disent ah oui, peut-être les radiations et les ondes. Moi je n'y crois absolument pas, mais juste pour dire que effectivement c'est une des choses nouvelles qui n'existait pas auparavant. Alors par rapport aux ébauches de solutions par rapport à ce problème-là, plus de mesures au sens mesuré, notamment grâce à tout ce qui est ADN, plus d'utilisation de l'intelligence artificielle, évidemment. La directive REACH, c'est une directive européenne qui prévoit l'examen des effets, on va dire, des nouveaux produits sur les humains. On devrait aussi le faire sur les arthropodes, en plus des humains. Aussi d'ailleurs en essayant parfois de détecter les effets positifs. Et puis, rechercher les liens de santé entre les insectes et les humains pourrait évidemment être utile pour les humains. Alors maintenant, je passe aux questions, je passe aux aspects généraux en matière de questions viridiennes, environnementales, et les principes principaux qui sont dans le manifeste viridien. Si vous googlez avec manifeste viridien, vous aurez un texte plus détaillé d'une quinzaine de pages. Les principes, c'est évidemment de passer aux énergies renouvelables, mais là, Corentin en parlera beaucoup plus que moi. Ce qu'on appelle parfois les 3 R, réutiliser, réparer et recycler. Alors, ensuite,
je dirais, plus spécifique aux technoprogressistes et aux transhumanistes, l'attention aux recherches, particulièrement les recherches collectives, et aux réflexions et aux décisions particulièrement collectives. L'objectif, entre guillemets, idéal, c'est à la fois une décroissance radicale de ce qui est utilisé, de ce qu'on extrait de la nature, et une abondance radicale de ce qu'on peut avoir comme objet de consommation. Et je voudrais développer un peu cela en parlant de l'exemple du smartphone, hein, ça c'est pour tous le plus connu. Donc, du côté, on va dire, décroissance radicale, ben, il y a le fait que l'objet que nous avons tous dans la poche est à la fois la montre-bracelet, l'agenda, le carnet d'adresse, le plan de la ville et le plan du monde, ce qui nous sert pour le courrier papier, comme journal, etc., etc. Un appareil de 100 grammes et de minimum 100 €. Et ce que je trouve aussi toujours intéressant, je rappelle toujours ça, moi j'en ai deux ici. Il y en a un qui coûte à peu près 100 € et l'autre qui coûte à peu près 1000 €, mais finalement, l'accès à Internet et les différences ne sont pas immenses. C'est vraiment aussi un instrument totalement global. Hein. Donc, réellement, dans un smartphone pris au hasard, il y a des chips qui sont toujours en fait, produits à Taïwan ou un autre État asiatique, un autre lieu asiatique qui m'échappe. Alors monter, ça peut varier beaucoup, mais bon, prenons notamment le Kenya. Acheter, ça peut varier également beaucoup, mais prenons l'Europe. À une société américaine ou une société chinoise, là, ça doit être, dans, à mon avis, déjà 70% ou plus des cas. Et avec des matières premières qui sont venues notamment du Congo, un des pays les plus pauvres du monde, grâce notamment à la Belgique. Voilà. Alors, selon les estimations, en venant dans le Flixbus de Bruxelles, je lisais un petit journal. C'était intéressant parce que donc c'était concernant les smartphones. Je me dis, ah tiens, je vais achever de préparer mon petit exposé. Et j'ai vu qu'à une page, c'était 80% du coût CO2 qui était causé par la création de l'objet. Et 5 pages plus loin, c'était 90% du coût. Mais enfin bon, ce qui est certain, c'est que c'est quand même la majorité du coût en matière de CO2 qui se fait avant la première utilisation. Donc c'est quand même quelque chose de très important à retenir. Un aspect très important et finalement relativement, je dirais, facile à gérer et probablement qui a ces dernières années tendance un peu moins à augmenter que le reste. Donc l'aspect important, c'est la création et pas la consommation. Pardon, oui. Petite question. Est-ce que vous voyez bien l'écran Vous pouvez le faire un petit peu. Ah, pardon. Je suis en train de dire ça. Sorry. Je vais profiter pour dire que sur l'enregistrement, on ne le voyait pas trop non plus. Il y a la tête qui est bougée, ouais. Bon, ouais, c'est pas. Merci pour tout. Ouais, mais mais par contre, du coup, ouais, en fait, si tu te mets là, comme ça, on pourra avoir à la fois le. Hop. Alors, merci. Ouais, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera jamais. Mais merci parce que comme ça, Marc me frappera moins fort après. C'est ça. Forcément. Plus comme ça. Ouais. Bon. Bon, ça va pas être formidable. Hein, mais... Allez, pas mal, on recommence. Voilà, ça fait un bel effet contre-plongée là, mais bon. Ok. Voilà. Ok, donc l'exemple. Là, ça va du coup pour vous l'écran. Oui, sorry. Hein. Impeccable. Même la barre. Tu le tiens. Oui, ouais. Merci Corentin. Corentin, tu es sur la vidéo maintenant. Là, on va faire de mimiques désagréables. Ok. Donc 80 à 90% du coût CO2, c'est avant la première utilisation. Et donc encore une fois, c'est vraiment, voilà, pour moi qui suis un grand consommateur de données et pas un acheteur absolument, même si vous avez l'impression que, mais c'est des c'est plutôt rassurant finalement. Ok. Et la deuxième dimension, donc pendant cette création, il paraît qu'il y a environ plus de 10 mètres cubes d'eau qui sont utilisés. Maintenant, je
discuté un peu avec Corentin ici avant de venir. Qu'est-ce que ça veut dire utiliser? Parce que donc, si c'est pour juste du refroidissement, c'est pas trop catastrophique. Si c'est de l'eau qui devient inutilisable, évidemment, ça l'est plus. Plus de 50 millions de tonnes de déchets électroniques, 50 millions de tonnes, 54 en 2019. Et une des raisons, c'est que pour 1 gramme de matière première, 1 gramme de métaux rares, il faut extraire des mines des centaines ou des milliers de fois plus. Et donc, pour moi, ça a toujours été un mystère, enfin, plus exactement, on m'a fourni l'explication. Comment ça se fait que ceci, qui contient évidemment exactement les matériaux qui sont nécessaires pour reconstruire un smartphone similaire, pourquoi est-ce que ça coûte plus cher de le recycler alors que tout est disponible directement que d'aller le chercher dans des mines au Congo? C'est pas uniquement pour le plaisir de torturer des mineurs africains, mineurs parfois d'ailleurs au sens strict, au sens juridique, mais donc c'est parce que il n'y a pas de recycling by design, on dit, ça n'est pas prévu au départ pour être recyclé, et au contraire, les métaux qui sont là et les différentes matières qui sont là ne peuvent plus être aisément reséparés dans leurs composants d'origine. Ok. Deuxième aspect, c'est qu'il n'y a aucune, en tout cas dans les pays que je connais, aucune obligation de ramener les appareils électroniques. Et par ailleurs, enfin, c'est une remarque, enfin oui, ça n'est pas nécessairement indispensable pour ça, mais il n'y a pas ou peu de production sans but lucratif, open source, étatique. Le seul exemple relativement connu, mais qui fait quand même malgré tout une toute petite partie de la production, c'est le Fairphone, qui est, je crois, open source, en tout cas avec des aspects non lucratifs et recherche, enfin non lucratifs peut-être pas, mais recherche de réutilisation, etc. Alors, j'arrête le smartphone et je parle des autres questions viridiennes pour faire comment dire, c'est un peu pêle-mêle, là, comme les deux dias qui suivent. Il est intéressant de savoir que le fameux AI, comment est-ce qu'on dit? AI, voilà, l'acte de l'intelligence artificielle qui est pour le moment en discussion, ou normalement qui va bientôt être publié au niveau de l'Union européenne, ne prévoit rien du tout en point de vue durabilité écologique. Donc ils examinent beaucoup de choses relatives aux questions de vie privée, questions financières, etc., mais rien au point de vue de la réduction des coûts écologiques. À mon avis, mais ça c'est peut-être mon aspect de gauche également, on va dire, progressiste, ou sans réduction, enfin, j'écoutais un économiste libéral, pas plus tard qu'hier, qui disait aussi en partie ça. Sans réduction radicale du temps de travail, il sera extrêmement difficile d'éviter l'effet rebond. Qui ne connaît pas l'effet rebond ici, qui ne sait pas ce que c'est? N'hésitez pas. Ouais. Alors l'effet rebond, c'est le fait que jusqu'ici, à chaque fois qu'on a qu'on a eu un progrès technologique important, il y a eu en même temps une plus grande consommation du bien concerné par le progrès technologique. Donc lorsque les smartphones ont dégringolé de prix, ben, il y a maintenant des milliards de smartphones. Il y a eu aussi un renouvellement du parc très important. Pour les voitures, pareil. Et pour les voitures, il y a en plus, comme autre effet rebond, le fait que le poids des voitures, chaque fois que les voitures consomment un peu moins, leur poids moyen augmente et donc ça diminue, ça nuit à la diminution de consommation. Voilà. Les aspects surconsommation ou ce que j'appelle moi, enfin ce que j'appelle pas moi, c'est David Graeber qui est décédé maintenant, qui avait inventé le terme les bullshit jobs, le fait que quand il y a des progrès technologiques,
si on est dans une situation dans laquelle la quantité de travail reste la même, eh bien on ne va jamais on ne va jamais, comme il n'y a pas de réduction de travail, si on veut éviter le chômage, ben on garde des jobs qui n'ont pas beaucoup d'importance. Depuis combien de temps je parle à peu près? Je vais te demander, tu as beaucoup de semaines encore? Encore 14 000. Donc non, je vais faire beaucoup plus court maintenant. 2-3 minutes. Ok. La dernière chose, moi je propose, mais peut-être que ça vaut la peine de discuter ça, un nouveau slogan. Vous connaissez le slogan « Si c'est gratuit, c'est vous le produit ». Je préférerais « Si c'est gratuit, c'est un avantage mutuel pour l'organisation de la société et pour vous ». Attention, la nécessité de la recherche ne peut pas être un alibi pour ne pas nécessiter de recherche scientifique, pour remettre en cause des choses qui ne font pas de doute et surtout pour ralentir les progrès technologiques. Et maintenant, en 120 secondes, je vais vous parler de mon sujet favori pour les 120 prochaines années. Comprendre la nature, ça permettrait... comprendre mieux la nature permet de mieux comprendre notre santé. Et comme je vous ai dit, le fait de cette disparition rapide des insectes, c'est une des raisons pour lesquelles il est vraiment important d'examiner les questions écologiques. Si nous devenions un jour immortels, c'est-à-dire si nous ne mourrions plus de maladies liées au vieillissement, eh bien à ce moment-là, nous serions beaucoup plus prudents à long terme. Et en vivant mieux plus longtemps, petit à petit, nous pouvons nous changer nous-mêmes. Parce que parfois, on dit ah, ce serait une mauvaise chose si on pouvait vivre sans limitation de durée parce qu'on serait trop prudent. Moi, je pense qu'on n'est jamais trop prudent. Et puis, on aurait plus de temps pour devenir plus empathique, notamment. Il y avait des... Je vais passer les leçons de la Covid-19, sauf pour dire que c'est la première fois dans l'histoire récente de l'humanité, donc depuis la Seconde Guerre mondiale, que nous avons, alors qu'il continue à y avoir des progrès technologiques, que nous avons une dégringolade de l'espérance de vie, et on n'a pas encore tout à fait fini, ou peut-être qu'on a fini maintenant, mais à peine, de reprendre en durée de vie ce qui a été perdu après 2019. Donc, de 2019 à 2024, on n'a pas eu une croissance de l'espérance de vie globale. Voilà. Il y a des raisons d'espérer aussi. Et peut-être la raison principale d'espérer au point de vue de tout ce qui est climatique, c'est qu'il ne s'agit que de réparer consciemment ce que nous avons abîmé accidentellement. Les raisons de désespérer, je ne vais pas en parler, parce que j'en ai déjà parlé. Et j'arrive aux conclusions pour dire... Oui, d'abord, enfin, une sorte de pré-conclusion. Il y a parmi les raisons de ne pas savoir, il y a tout ce qui est greenwashing et doomwashing. Je ne sais pas si vous avez... Enfin, vous prenez n'importe quelle publicité avec un aspect écologique, la publicité vous démontrera que tel et tel produit n'est pas mauvais pour l'environnement, même les centrales au charbon, quoi. Enfin, bon, c'est toujours... et par ailleurs, il y a le doom, ce que j'appellerais le doomwashing, c'est l'inverse. Vous prenez n'importe quel domaine dans lequel extérieurement on se dit il n'y a pas de problème, genre une éolienne, hop, il y a des gens pour vous dire que l'éolienne, finalement, au point de vue environnemental, c'est quand même très mauvais. Enfin, ceci dit, dans mon petit pays, il y a même des gens qui trouvent que des éoliennes à 50 km de la côte, ça gêne le paysage. Donc, ça m'a toujours fasciné. Ok, et le fait qu'on a le nez sur le guidon de tendances qui sont dites exponentielles. Et voilà, conclusion de la conclusion. Aujourd'hui, ou plus exactement 2019 pour les raisons que je vous ai dit, c'est le plus beau jour de l'humanité, mais c'est aussi le plus dangereux de l'histoire de l'humanité, c'est celui le plus interconnecté et interdépendant, ce qui est positif, mais aussi le plus bureaucratique. Voilà. Et puis là, vous avez les organisations qui sont actives dans ce domaine-là et mon adresse mail. Merci beaucoup Didier.
des sujets très intéressants. Je pense qu'il y aura des choses sur lesquelles vous arriverez probablement à vous rencontrer très facilement, d'autres qui nécessiteront peut-être un peu plus justement d'explications et de discussions. Notamment peut-être la dernière partie qui citera je pense pas mal de questions supplémentaires. On passe du coup à Corentin. Tu as le... Ouais, c'est prêt. Voilà. Donc Corentin, peut-être 1 minute, 1 à 2 minutes pour te présenter, expliquer ce que tu fais, ce que tu as fait, et puis ensuite on passe à l'expo. Ouais, tout à fait. Donc bonjour à tous, je m'appelle Corentin Bitoff et je suis j'ai plusieurs titres, mais notamment vice-président de l'Alliance internationale pour les objectifs de développement durable, c'est un nom très long, mais qui se pose des questions globalement de comment agir pour le développement durable et je fais en gros des recherches sur les questions d'impact environnemental et social dans plusieurs organismes, notamment Altruisme Efficace France, pour identifier qui visent à identifier des actions, des associations à impact. Et j'organise en ce moment des ateliers écologie efficace, voilà, entre autres projets. Donc, je dois avouer ne pas avoir des connaissances très approfondies du transhumanisme en tant que tel. Ma spécialité, ça va plutôt être l'environnement, mais ce sera justement l'occasion de pouvoir échanger là-dessus. Voilà. Et donc, il y a plusieurs présentations que je peux faire, mais je pense que celle qui nous a intéressé le plus, c'est celle sur les actions à impact que l'on peut faire sur l'environnement. Parce qu'on a beaucoup de choses sur le constat, etc., mais souvent, il se trouve qu'il y a une majorité des Français en fait, qui estiment que c'est important d'agir pour l'environnement, je crois 76% il me semble. Et le souci, c'est que souvent le point de blocage, c'est comment agir, parce que souvent c'est flou pour savoir véritablement ce qui marche. Et donc voilà, c'est plutôt ça que je vais essayer de mettre en avant ici, avec une problématique. Est-ce que ça marche ? Une problématique qui est, si vous deviez faire une action pour le climat à votre niveau, laquelle serait la plus efficace entre guillemets, en termes de réduction de gaz à effet de serre. Donc vous noterez que j'ai mis juste climat, je parlerai des autres aspects environnementaux plus largement plus tard. Et je restreins à une action pour une raison relativement simple, c'est que pour la plupart des personnes, c'est difficile d'agir sur plein de fronts en même temps. Et donc, les gens ont parfois tendance à se dire « Oh, c'est bon, je fais déjà tel truc, donc c'est pas si grave. » Donc voilà, d'où le fait de un peu essayer de prioriser sous cet angle-là. Donc, tout le monde a un peu une action en tête. Une action un peu bidon. Bah, non, c'est celle qui répond à la question, quoi. Parce que des actions bidons, quoi. Non, mais les actions bidons, j'en ai une idée. Non, celle qui répond à la question. Alors, bah du coup... donc ça, ce graphique, peut-être que vous l'avez déjà vu, c'est un graphique fait par Carbone 4 et qui se pose des questions de quelles sont des actions des réductions de tonnes de CO2 induites par différents gestes individuels. Voilà. Et donc, on peut voir qu'il y a des différences d'impact non négligeables entre différentes actions, que par exemple, changer d'ampoule a un impact relativement faible, parce que les ampoules sont globalement assez efficaces. Donc zéro déchet, alors c'est assez compliqué. Voilà, même sur la question du plastique, bon, je peux détailler plus tard, mais c'est assez flou. Voilà, vêtements neufs d'occasion, c'est déjà un peu mieux. Réduire les trajets, donc vélo, covoiturage, etc., c'est un impact qui est déjà meilleur. Et alimentation plus végétale et un peu plus d'impact. Voilà, pour plusieurs raisons que je vais détailler plus tard, mais notamment le fait que la viande est la première cause de déforestation. Et voilà, je vais détailler ça un peu plus tard. Oui. Pardon, c'est à l'échelle française Française, oui, désolé, j'ai oublié de préciser. Tiens. Oui, tiens. Voilà, c'est à l'échelle française aussi. Voilà. Oui, il y a aussi des Belges dans la salle. J'espère que ça s'affiche. Voilà. J'ai pas parlé des choses qui coûtent de l'argent, comme passer à une voiture électrique ou réduire le isoler la maison, ce genre de choses. Mais voilà. Et oui, simple petite question. Est-ce que vous aviez un peu cet ordre de grandeur en tête, d'après. Ok. Le fait d'utiliser des produits qu'on achète qui viennent de loin, c'est-à-dire que si on achète des produits français par rapport à des trucs qui viennent de l'autre côté d'Israël, par exemple, on diminue l'impact.
Bah ouais, mais en fait, pas gigantesquement, parce que souvent les produits ils sont transportés en bloc, genre vraiment un porte-conteneur ça constitue une quantité énorme de produits transportés, donc du coup l'impact par produit n'est pas gigantesque. Et il y avait un exemple assez intéressant, c'était notamment sur le fait de manger local, c'est que si jamais il y a un fermier qui est dans sa montagne, qui tue un mouton et qui le transporte en scooter sur 5 km, en fait ça fait plus d'impact environnemental que si il est transporté dans un porte-conteneur depuis la Nouvelle-Zélande. Ce qui n'a aucun sens instinctif, mais c'est comme ça que ça marche. Je ne recommande pas de transporter des moutons vivants depuis la Nouvelle-Zélande, mais bon, c'est une autre question. Voilà, donc ça après ce sont les actions individuelles. Mais du coup, est-ce que agir collectivement peut aboutir à des résultats plus larges? Parce que l'environnement au final c'est une question collective en fait. Et du coup, il y a ce graphe qui m'a beaucoup surpris quand je l'ai vu et qui en gros détaille plusieurs actions, notamment celles que je viens de présenter. Ça c'est les petites barres, c'est les tonnes de CO2 réduites par différentes actions. Encore. Et la grosse barre verte à droite, c'est faire un don, donc là c'est indiqué 1000 $, mais à 100 $, c'est à peu près le même ordre de grandeur, à des associations particulièrement efficaces dans le domaine. En fait, l'impact est comparativement gigantesque, voilà, et c'est un chiffre qui m'a beaucoup surpris aussi. Donc là, ces associations, il y a des évaluateurs qui ont estimé qu'ils évitaient 1 tonne de CO2 pour l'équivalent de 10 $. Voilà, donc en prenant en compte, il y a pas mal d'incertitudes, mais même en prenant en compte les incertitudes, on est dans cet ordre de grandeur. En fait, pourquoi ça? C'est pour une raison assez simple, c'est qu'elles agissent à un niveau collectif, par exemple en faisant changer les lois, et bah, ça touche beaucoup de monde en fait. Alors que moi, individuellement, je ne vais pas pouvoir réduire de plus de, mettons, 5 tonnes par exemple, même si, genre, peut-être 10 tonnes si je suis parfait. Voilà. Oui. Ce graphe, ça c'est en cumulé sur une longue durée parce que, par exemple, à gauche, avoir un enfant en moins, ça peut avoir un impact sur un très long terme. Ouais. Alors, donner 1000 $ une fois, bah, c'est ponctuel. Avant qu'on parle de faire un don tous les ans. Non, alors, il me semble que c'est justement en cumulé. Alors, d'avoir un enfant en moins, la donnée est différente de certaines autres estimations parce qu'en gros, le calcul où le truc était absolument gigantesque sur les enfants dépendait de plusieurs conditions comme. Notamment, il ne prenait pas en compte le fait qu'on allait probablement décarboner notre société dans le futur, en fait, ne serait-ce que pour le manque des énergies fossiles. Voilà. Et en fait, ça, le fait de changer les lois, ça agit sur plusieurs années à la suite, en fait. C'est pas juste ramasser les déchets sur une plage, quoi. Hop. Et du coup, le problème se pose, ok, mais comment est-ce qu'on repère ces associations en fait? Parce que c'est vraiment compliqué de savoir un peu. Donc du coup, j'ai participé à un travail d'identification des associations prometteuses dans le contexte français, donc parce qu'il y a la déductibilité des impôts à 66%. Et en échangeant avec un certain nombre d'experts, et ça a été publié sur le site de Altruisme Efficace France. Voilà. Et donc, à noter que il s'agit juste d'un panel d'organisations pour lesquelles on a des bonnes indications qu'elles ont un fort impact. Voilà, on n'est pas en mode toutes les autres sont efficaces, parce que c'est juste pas possible de savoir. Il y a beaucoup d'ONG voilà, et comparativement sous-financées. Il n'y aura pas d'ONG très connues là-dedans. Alors, donc du coup, c'est quoi le consensus des experts? C'est que c'est compliqué d'évaluer ce qui marche. Enfin, c'est un peu dommage, mais c'est pas très surprenant. Parce que le problème environnemental est difficile à résoudre, il y a plein d'angles d'approche différents. Il peut y avoir plein d'effets rebonds de tous les côtés. Agir sur un domaine climat, bam, peut agir sur d'autres sujets derrière. Et en fait, c'est un problème systémique en fait. Voilà. Donc on a pas mal détaillé sur pourquoi l'effet rebond qui a été mentionné est un effet assez important. Mais même en prenant en compte ces limites, il y a quand même des choses qui permettent de faire avancer. Qui permettent de faire avancer sur ces sujets. Et alors, hop. Et notamment, on s'est basé sur Giving Green, qui est un évaluateur qui a regardé justement plein d'interventions sur l'environnement en disant ok, où est-ce qu'il y a vraiment un manque d'efforts, où est-ce qu'il peut y avoir un gros impact, où est-ce que ça touche beaucoup de monde. Ils ont retenu 3 angles d'approche particulièrement prometteurs. Un, le plaidoyer politique, donc véritablement faire changer les lois et introduire certaines mesures comme par exemple une taxe carbone avec redistribution. Donc avec redistribution, c'est justement le fait de redistribuer à ceux qui émettent le moins les revenus de la taxe carbone, parce que sinon on se retrouve avec les gilets jaunes, c'est-à-dire c'est les plus pauvres qui trinquent et forcément c'est pas durable socialement. Et en fait c'est une approche assez intéressante, ils forment des citoyens pour qu'ils aillent voir leurs députés pour leur proposer un projet de loi.
Voilà. Et les députés, en fait, estiment qu'il y a plus de 80-90% des députés qui sont rencontrés qui sont plutôt intéressés, qui aiment bien qu'en fait, il y ait des citoyens qui viennent les revoir avec une vraie proposition. Voilà, il m'a décrit ça, je me suis dit, ça ressemble à de la démocratie, c'est bizarre. Voilà, mais assez intéressant et ça a de bonnes chances de passer. C'est passé en Autriche et au Canada récemment. Donc voilà. Il y a des organisations comme Reclaim Finance qui font des actions intéressantes pour le financement du charbon aussi. Voilà. Et il y a d'autres organisations qui sont pas déductibles en France, mais qui sont détaillées sur la page web, comme Clean Air Task Force qui sont aux États-Unis. Alors, il y a un autre domaine d'action qui est l'amélioration technologique, notamment la décarbonation de l'énergie. Ils estiment que c'est un angle d'approche prometteur parce que si on regarde par exemple le solaire, le prix du solaire a diminué de 90% en 10 ans. Voilà. Donc, en fait, améliorer les technologies, ça peut permettre d'aller particulièrement loin. Et il y a plus d'électricité qui vient du solaire que du gaz, par exemple, actuellement en Europe. Mais surtout aller vers les technologies qui sont négligées, parce que solaire, il y a déjà plein de monde dessus. Par contre, décarboner le ciment et l'acier, c'est des grosses parts des émissions, je crois 14% à eux deux, mais c'est assez négligé. Et qui compte là-dedans de la captation de carbone? Alors, captation carbone, à un moment, il se posait la question et il recommandait quelques organisations, mais en refaisant avec leur méthode, maintenant, ils n'en recommandent plus. Et c'est notamment lié au fait qu'il y a beaucoup d'incertitudes et que globalement, les projets pilotes actuellement, ça marche pas super bien. Mais, je pensais à ça, mais aussi au fait qu'il y a un sacré risque de d'effet rebond là. Bien sûr. Voilà, c'est aussi un des facteurs. Voilà, c'est pour ça qu'on en voit pas. Sacré risque d'effet rebond. Voilà. Et je parle même pas de la compensation carbone où là il y a 85% des trucs qui marchent pas. Mais voilà. Et ensuite, un troisième angle d'approche de Giving Green, la végétalisation de l'alimentation. Et en fait, c'est un sujet qui revient souvent dans la littérature scientifique. Voilà, donc notamment l'ADEME, par exemple, l'Agence de la transition écologique en France, estime que c'est assez important. Et dans leur scénario de neutralité carbone pour la France, qui font un peu foi en fait, ils estiment 30 à 70% de viande en moins selon les scénarios. Et donc là, on parle d'un acteur gouvernemental conservateur, donc voilà, c'est assez important. Et le système alimentaire, c'est un tiers des émissions de gaz à effet de serre. Et je vais juste détailler un petit peu plus ce point précis parce que c'est quelque chose d'assez négligé et qui ne concerne pas que le climat. Donc si on regarde le climat, en fait, il y a quelque chose qui sort du lot, c'est que en fait, les émissions des produits animaux sont en moyenne bien plus élevées que celles des produits végétaux. Voilà. Notamment les émissions dues au transport, par exemple, c'est 6 à 7% des émissions, et en fait, en passant d'un produit animal à un produit végétal, il y a un facteur 10 à 50. Les emballages aussi, très peu, impact relativement faible. Je vais donner les sources, comme ça ce sera accessible pour plus tard. Voilà. Mais en fait, ça va au-delà du climat, parce que, c'est-à-dire qu'actuellement, il y a 77% des terres agricoles qui sont utilisées pour l'élevage, et pour seulement 18% des calories, et 37% des protéines. Et pour une raison relativement simple, c'est que actuellement on fait pousser des plantes, des céréales, notamment pour les donner aux animaux. En fait, c'est moins efficace que manger des plantes nous-mêmes, tout simplement. Donc à chaque degré de la chaîne alimentaire, il y a 90% de pertes. Et ça a plein d'impacts sur plein de choses. Le fait que ça utilise beaucoup de terre. Ça fait que c'est la première cause de déforestation, comme j'ai mentionné, genre loin devant l'huile de palme, qui est genre à 18%. C'est la première source de pollution de l'eau, parce que l'agriculture, globalement, c'est la première source de pollution de l'eau, et du coup, ça représente une grande majorité de ce qu'on fait avec l'agriculture, notamment la production de céréales, par exemple de soja pour nourrir les animaux. Voilà, prélèvement d'eau également très important. Et si on inclut les poissons... Oui, pardon. C'est marqué produit 18% des calories, donc dans le monde actuellement, la viande ne produit que 18% des calories. Ouais, c'est moins 18%, et 37% des protéines. Voilà, ce qui est effectivement moins prévu. Et voilà, il y a une bonne partie de la pollution de l'air aussi. Et en fait, si on inclut également les océans, dont souvent on parle moins, et la plus grande cause de destruction des océans, loin devant le plastique, c'est la pêche. Parce que, en fait, il y a 2000 milliards de poissons tués chaque année. Je ne peux même pas me représenter en fait ce que c'est ce chiffre, c'est vraiment important.
Voilà. Et en fait, il y a des choses comme, par exemple, il y a 10% des prises de mondial des poissons sauvages qui servent à nourrir des poissons d'élevage. Donc l'aquaculture n'est pas non plus une solution. Voilà. Et il y a un autre impact qui est celui des pandémies, parce qu'en fait, actuellement, donc, les animaux sont surtout en élevage intensif. Et en fait, d'après l'IPBES, qui est en gros le GIEC de la biodiversité, en fait, c'est un des premiers endroits où se développent de nouvelles maladies. Et donc, du coup, ils estiment que les prochaines pandémies, voilà, donc pour Covid-19, l'origine est compliquée, mais les prochaines pandémies, il y a de bonnes chances qu'elles apparaissent de ce milieu-là. C'est un degré négatif sur la santé humaine. Voilà, et je vais passer rapidement sur. Voilà, donc, 5 minutes encore. Ah, 5 minutes, ok. Ouais. Voilà, okay. Et donc, du coup, voilà, c'est pour ça que l'OMS estime que justement végétaliser l'alimentation serait favorable à l'environnement, mais également plus sain pour la santé. Voilà, donc je ne parle pas nécessairement de genre arrêter complètement, parce que être végétarien complètement ça peut être plutôt difficile, mais réduire fortement à peut-être quelques fois par semaine. En tout cas, ça peut avoir des impacts non négligeables. Mais si on regarde, mais en fait j'ai pointé tout à l'heure que les actions collectives ont plus d'impact potentiel que les actions individuelles. Et du coup, il y a des organisations qui travaillent dessus pour, voilà, parce qu'il y a des associations qui se sont rendues compte qu'en gros, convaincre tous les gens de devenir végétariens, c'est compliqué, ça ne marche pas très bien. Et du coup, il y en a qui se disent, ok, on va travailler sur la recherche et le développement pour améliorer les alternatives. Voilà, parce qu'au final, ce qui fait que les gens ils mangent de la viande, c'est parce que c'est bon, quoi. Et donc du coup, ça fait que s'ils développent des alternatives, notamment végétales, ces produits, en fait, du coup, il y a beaucoup plus de chances que ça fonctionne. Et donc c'est Good Food Institute, notamment, qui sont déductibles de nom en Belgique, ils ont une branche européenne. Et ils promeuvent la recherche scientifique dans ce domaine. Ils travaillent à faire changer les politiques publiques en plaidant pour une réglementation appropriée. Et ils réalisent des partenariats avec des entreprises et des investisseurs. Et en fait, ils explorent plusieurs alternatives. Et notamment, je ne sais pas si vous avez déjà vu par exemple les Beyond Burger, Impossible Burger, etc. Voilà. Et donc du coup, eux, Good Food Institute, ils ont pas mal participé à la recherche de ce qui a permis le développement de ça. Et le fait qu'on va par exemple dans un Burger King, premier burger par défaut qui apparaît, c'est un burger végétal qui émet 4 fois moins de CO2, c'est justement entre autres par leur travail. Voilà. Et ils pensent aussi aux alternatives cellulaires qui en gros faire juste développer des cellules pour reproduire de la viande encore plus facilement. Et donc, en France, il y a également donc là, Assiette Végétale qui, pour la déductibilité, eux, ils accompagnent les membres de la restauration collective pour faire des plats qui sont à la fois bons au niveau nutritionnel et gustatif. Voilà, parce qu'actuellement, il y a des lois pour végétaliser les cantines, mais c'est juste pas nécessairement, comment dire, les chefs sont pas formés, quoi. Hein. De quoi ? Mangeable. Ouais, alors, ça dépend de où, mais ouais, il y a des endroits où c'est pas mangeable. Je veux dire que dans les cantines, c'est bon. Voilà, je suis entièrement d'accord. Et du coup, eux, ils fournissent des plats, ils forment les chefs pour que justement ce soit bon, ce soit attractif, et du coup, ça donne des plats qui sont... voilà. Et donc, un plat végétarien, 1,5 kg de CO2 économisé, donc ça peut aller assez vite. Voilà. Donc, bon, là, j'ai juste donné... j'ai plein d'informations sur des actions à impact, mais j'ai voulu me concentrer sur juste un panel de... qu'est-ce que... un impact peut avoir un impact démesuré. J'organise des ateliers écologie efficace. Voilà, donc 6 séances sur comment s'engager avec impact sur l'environnement ou avec des lectures de ressources qui vont notamment plus loin sur ces questions. Alors, voilà, j'ai juste abordé certains sujets. Hop. Je laisse les gens prendre des photos. Ouais, ils prennent des photos. Comme ça on a le lien. Ouais, il est là pour ça, hein. Voilà, et le guide. Donc tout est détaillé sur la page environnement, voilà, notamment des sources, des graphiques, etc. Voilà. Donc page environnement de Altruisme Efficace France. Et je laisse les gens prendre des photos. Voilà. N'hésitez pas à prendre un selfie avec. Ça se beaucoup de slides ? Non, hein. Voilà. Combien de temps ? 2 minutes là. 2 minutes, on est là. Parfait, il me reste 14 000 slides. Non, et donc juste, je vais juste passer rapidement. De quoi ?
Oui, c'est bon, ok. Voilà, juste un truc important en France, hein, donc là c'est encore pour... je suis désolé d'exclure la Belgique à ce point. Hein, je sais pas qui sont les. Voilà, il y a des. Si vous y posez de 100 € à donner à une association et que vous êtes imposable, en fait, il y a moyen de donner 300 € et après déductibilité des impôts, ça coûte 100 €, ce qui permet de tripler son impact. Donc c'est vraiment quelque chose d'important et c'est facile de se planter. Donc on a aussi des ressources sur la page Donner efficacement. Et une petit quiz, quelque chose qui pareil m'a énormément surpris. Si vous êtes un Français moyen, vous pensez être dans le top combien de pourcents de la population mondiale en termes de revenus? Genre par exemple, le top 30%, ça fait que y a 70% de personnes qui sont moins riches que vous et 30% qui sont plus riches par exemple. Voilà. On parle de richesse monétaire ou de Français moyen, c'est... Français moyen. Non, pardon. Sur la prochaine slide, j'ai mis salarié médian travaillant dans le privé. De quoi? Est-ce qu'on compte salaire net ou salaire brut? Alors, on compte salaire. Je l'avais marqué. Pourquoi est-ce que je l'ai marqué? Ça peut pas changer grand-chose. Après impôt. Après impôt. Voilà. Et on parle juste de valeur monétaire, pas de qualité de vie. On parle juste de valeur monétaire. Alors, c'est associé au pouvoir d'achat en fait. Hein. C'est en gros, c'est parité de pouvoir d'achat. Donc, le fait, par exemple, ça prend en compte la différence de prix des choses dans les pays. Donc si on le fait pour les médications, on a des services de soins un peu chers. Non, ça prend pas en compte. Ça prend pas en compte. Ça prend pas en compte. C'est vraiment juste le salaire. Ouais, c'est juste le salaire. Ok. Voilà. Donc du coup, combien sont A? 70%, B, C, wow. D, hop. Et du coup, ça ressemble à peu près à ça. Donc ça, c'est les populations mondiales par revenu. Voilà. Et donc du coup, ça fait que ça grimpe le français moyen et comparativement, ça va en fait. À mon avis, c'est entre guillemets truqué parce que je veux dire, c'est le revenu moyen, médian. Alors, ça, c'est le Chine. Et en Chine, par exemple, il y a probablement 10% des Chinois qui sont plus riches que les autres. 10% des Chinois qui sont A? Je suis pas sûr. C'est beaucoup, 10% des Chinois. C'est 150 millions. Plus riches que les Français médians. Ça fait 150 millions de Chinois, c'est beaucoup. Ouais. Non, en tout cas, c'est ce que j'ai vu. Alors, c'est sur le salarié médian dans le privé et ça prend pas en compte le fait que, par exemple, si on prend par foyer, le fait d'avoir des enfants à charge, ça diminue, etc. Donc, ça prend. Mais en fait, en voyant ça, voilà, mais même si on est à peut-être 2 fois moins, bon, on est là. Quoi. Voilà, et du coup, j'ai vu ça, je me suis dit, mais en fait, il y a personnellement, en fait, ça veut dire que j'ai les moyens un peu de changer les choses, en fait, véritablement. Voilà, c'est-à-dire que, en fait, il y en a qui s'engagent et dont je fais partie, qui se disent à partir de là, en fait, si je donne un peu une portion de mes revenus aux autres, j'ai le pouvoir un peu de les aider, en fait, parce que juste souvent ils ont moins que moi. Et il y a moyen de s'envoyer un peu le cerveau mon sage, c'est-à-dire il y a assez pour moi et pour les autres. Voilà, et donc du coup, je sais pas, c'est quelque chose qui me fait beaucoup relativiser plusieurs choses. Et tout à l'heure, on parlait justement d'effet rebond, le fait que souvent, quand il y a une nouvelle chose qui a genre imaginons que par exemple que je réduise ma consommation d'électricité, ça va me faire économiser de l'argent. Cet argent, je vais l'utiliser pour autre truc. Cette autre chose va avoir un impact environnemental. Et donc, du coup, ça fait que c'est super facile d'avoir. Et le premier déterminant de l'impact environnemental, c'est la richesse. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, c'est un bon moyen de réduire mon impact environnemental et d'aider les autres en même temps. Voilà. Donc, de quoi? Conclusion. Oui, conclusion, j'ai fini. Voilà. Voilà, et conclusion, il y a plein d'autres manières. Il y a le bénévolat qui est un moyen de potentiellement avoir encore plus d'impact. Et les carrières qui permettent d'aller très loin aussi. Voilà, mais je ne vais pas les détailler parce que voilà, c'est encore détaillé. Voilà. Donc je vous remercie pour votre attention.
J'ai eu le doute que vous avez plein de questions parce que c'est que des choses qui, quand je les ai vues, j'étais en mode ok, waouh, je savais pas du tout que c'était comme ça. Donc n'hésitez pas à en poser, hein, c'est pour ça. Ok, merci Corentin. Alors peut-être on va réaménager peut-être un peu l'espace pour vous mettre face à face, on va dire quand même vers le public. On va retirer les tables là. Rapidos, on va essayer de quand même vous avoir aussi. On va peut-être garder une table. Hop, voilà. Yes. Merci. Ça, on peut le mettre sur cette table-là peut-être pour pas avoir le câble. Ouais, oui, hop là. Méchant câble. Hop là. Hop là. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est ça? Pardon. C'est moi je laisse les slides ou pas? Bah tu peux. Je pense que oui. Et puis Didier, toi tu as accès aussi là-dessus ou non? C'est ici? Non, ça c'est juste fait. D'accord. Voilà, donc ça, si besoin, on pourra, s'il y a des questions aussi qui font référence à des slides, on pourra utiliser, donc c'est bien. Et voilà. Voilà. Hop. Qu'est-ce qui fait qu'il y a Là, je peux le décaler un peu parce que sinon ça apparaît sur la vidéo, c'est pas très joli. Ouais, super. Ouais, je sais pas ce qu'il on remet le truc manifeste kémien? Non, mais non. On verra, c'est une question. Ouais, c'est bon. C'est pour la question. Ouais. J'ai une slide de conclusion. Ok. Alors, dans un premier temps, on va peut-être commencer par vous faire discuter entre vous. Vous avez peut-être des questions chacun sur l'exposé de l'autre, ou même sur les motivations de l'autre. Je pense que ce qui peut être intéressant déjà, c'est de comparer là où vous avez finalement des points communs, où finalement les deux thématiques, transhumanisme et écologie, peuvent se retrouver. Parce qu'en fait, il y a un peu dans chacun ce que vous avez proposé, il y a un peu des deux. D'une certaine façon, même si toi, Corentin, tu disais que tu n'es pas très engagé dans le transhumanisme, entre guillemets, mais je pense qu'il y a des choses qui vont pouvoir se recouper, d'autant que ça peut être aussi une vue d'esprit de penser que le transhumanisme, justement, est anti-écologique, et ça peut être pas mal aujourd'hui, avec les questions et les discussions, de voir comment, finalement, pas forcément tant que ça. Voilà, donc on peut essayer de passer 20 minutes sur 10 minutes chacun, vraiment. Faites ça comme vous voulez. Je pense que peut-être, Corentin, si tu as des questions sur Didier, vu qu'il présentait en première, on peut commencer dans ce sens-là, et puis ensuite dans l'autre sens. Puis après, on va les questions ouvertes de tout le monde. Voilà. Ok. Si tu as des questions, évidemment, pour Oui, donc j'avais juste une petite question qui était. Alors j'ai lu le manifeste viridien, donc, qui est justement la position de l'Association française de transhumanisme sur l'écologie, voilà, et qui justement allait plus loin que l'image qu'on peut en s'en faire en mentionnant plusieurs éléments, notamment le besoin de faire décroître les usages qui sont à la fois polluants, non nécessaires et dépendants de matières non renouvelables. Voilà, ce qui est effectivement pour tenir dans la durée au niveau environnemental est effectivement plutôt important. Et du coup, j'avais une question, est-ce qu'il y a des actions qui sont proposées par l'Association française de transhumanisme pour essayer de mettre en place cette comment dire, j'aime pas le terme décroissance parce qu'il n'est pas terrible, mais le fait de se baser sur l'essentiel, en fait, est-ce qu'il y a des actions concrètes qui sont menées par l'association là-dessus? C'est-à-dire que, je dirais, le point principal dans l'argumentation du manifeste, c'est d'être en faveur de plus de recherche dans ces domaines-là. Parmi les recherches le plus transhumanistes, c'est les recherches qui concernent notre manière de penser et donc
les modifications possibles, mais c'est à relativement long terme de notre cerveau pour nous permettre de devenir plus empathiques, moins consommateurs. Mais ça, c'est du relativement long terme. Dans court et moyen terme, c'est vraiment favoriser la recherche scientifique. Je dirais que dans les membres de l'association, il y a pas mal de gens qui sont des chercheurs eux-mêmes. Que ce soit dans le domaine médical, dans le domaine informatique ou dans le domaine neurologique aussi. Mais on n'a pas non plus de propositions précises. Faites cela comme vous avez en fait finalement, comme tu as décrit ça. On n'a pas ce qui est aussi, mais c'est un peu en dehors de ta question, mais ce qui est aussi prévu par l'association, c'est ce qui a été encouragé par l'association, ça c'était plus exactement dans le cadre de la santé, c'était de participer à des expérimentations dans le cadre de ce qui était Covid, donc comment est-ce qu'on appelle encore cela, le fait de participer à des tests où on pourrait être inoculé d'une maladie pour pouvoir accélérer les recherches. Voilà, ça c'est la seule chose qu'on avait vraiment promue dans l'association. Ok, donc du coup, si j'ai bien compris, il s'agit plutôt de donner, on va dire, des nouvelles perspectives de ce qui pourrait être possible. Oui. C'est pas, je veux dire, on est une petite organisation et on n'a pas, on va pas dire aux membres vous devez faire ceci, cela. Okay. Et peut-être alors pour rebondir, donc moi je trouve tout ce que tu as dit par rapport aux aspects finalement, pour le caricaturer à l'extrême, donner de l'argent aux associations qui sont les plus compétentes et qui n'en reçoivent pas suffisamment. Est-ce que, si je te dis effet Veblen, est-ce que tu connais ça? Non. Effet Veblen, c'est l'effet, moi c'est quelque chose qui me passionne. L'effet Veblen, c'est ce qu'on appelle aussi l'effet de consommation ostentatoire. C'est le fait que aujourd'hui, dans un pays comme la France ou la Belgique ou dans la plupart des États, une grande partie de notre consommation s'explique par le fait qu'on veut montrer qu'on est plus riche, qu'on a plus de valeur que les autres, justement. Et avoir plus de valeur que les autres, aujourd'hui, c'est être plus riche, avoir une plus grosse voiture, avoir une plus grosse maison. Et ça, par rapport à avoir une plus grosse maison, moi, ça me fascine toujours. Je dis toujours, si j'ai une plus grosse maison, les toilettes sont plus loin quand je dois me lever la nuit pour aller au WC. Donc, je préfère avoir une plus petite maison. Et donc, est-ce que une des recherches prioritaires, ne pourrait pas être comment avoir un effet Veblen de consommation ostentatoire pour donner parce que aux États-Unis, une partie, donc aux États-Unis, on sait plus qu'il y a moins de sécurité sociale, etc., et une des conséquences paradoxalement positives, c'est qu'il y a plutôt plus de gens qui donnent de l'argent pour des buts caritatifs. Donc comment y arriver dans les pays européens, particulièrement la France, ça c'est parce que... Comment arriver à ce que ce soit perçu comme quelque chose de réellement positif de donner de l'argent, sachant que aussi un des aspects c'est que un des aspects un peu étranges c'est que dans l'Union européenne on aime bien montrer sa richesse, mais ça ne peut pas être traduit en montant, parce que ça c'est secret, genre combien est-ce qu'on gagne. On ne va pas poser la question à son voisin ici alors qu'on la poserait aux États-Unis. Ouais, tout à fait. Donc très bonne question du coup, parce qu'effectivement ça travaille quelque chose qui en France et le rapport culturel à l'argent, et du coup il y a effectivement une méfiance en France là-dessus, voilà, donc plus par rapport aux pays anglo-saxons, donc à tort ou à raison. Et après en fait sur le fait, peut-être pas nécessairement ostentatoire, mais j'avais mentionné que c'est une piste qui peut être, qui est plutôt importante et que personnellement j'essaie de creuser.
c'est le fait de faire appel à la norme sociale. C'est-à-dire que la norme sociale, c'est quelque chose de très important pour nous humains quand on prend des décisions. C'est-à-dire de se dire, ah, est-ce que les autres autour de nous, ils le font? Ou est-ce que si je le fais, peut-être que ça va, voilà, ça va paraître différent. Et il se trouve qu'en fait, il y a une quantité... il y a une quantité non négligeable de Français qui donnent en fait, et on ne le sait pas nécessairement parce que c'est vu un peu comme tabou de le mettre en avant. Mais du coup, c'est un effet pervers en fait, parce que quand on regarde autour de nous, on se dit ah mais attends, il y a personne qui m'a dit qu'ils ont donné, donc ils doivent probablement pas donner d'argent, donc je vais pas le faire parce que ce serait bizarre en fait. Voilà. Alors que non, c'est juste ils le font, mais c'est caché, c'est pas nécessairement visible. Et du coup, il y a une recommandation qui est faite à des personnes qui s'investissent pas mal là-dessus, c'est le fait d'indiquer que oui, effectivement, elles le font, que c'est positif pour les autres, etc. Et ça donne, entre guillemets, la permission aux autres de le faire aussi. Voilà, et c'est pour ça que j'ai mentionné le sujet, alors que peut-être il y a 5 ans, j'aurais été en mode ouais, non, ça se fait pas, etc., etc. Et juste pour information pour les Français, vous êtes à ma connaissance le pays où la déduction, ce qu'on appelle la déduction fiscale est la plus, enfin c'est la plus élevée que je connaisse. En tout cas, c'est gigantesque. Parce que 65, enfin 2 tiers. C'est énorme. En Belgique par exemple, c'est environ 30%. Ah, voilà. Donc il faut migrer en France. Donc parfois je me suis déjà dit que je ne sais pas si juridiquement ce serait considéré comme de la fraude. Donner à quelqu'un pour qu'il donne, ça serait beaucoup plus rentable. Je connais une application pour ça. Donc légalement, il y a des chances que ce soit faisable. Ah oui. Voilà. Enfin, vous renseignerez. Ouais, je vais noter ça. Si je peux réagir à ce que tu viens de dire, le fait de montrer qu'on donne pour donner l'autorisation en termes normatifs. Ouais. Personnellement, j'ai plus le sentiment que c'est l'inverse. Ah. Si je dis que je donne des amis, ils vont se sentir comme jugés par le fait que je dis en contrepoint, toi tu ne le fais pas. Oui, il faut faire attention. En fait, c'est une crainte peut-être complètement irrationnelle, mais de vouloir éviter de le mentionner spontanément, justement pour éviter de mettre dans l'inconfort l'autre qui potentiellement n'a pas les moyens ou n'a pas envie d'atteindre les 10% j'y mais je pense que tout le monde peut le permettre. Oui, non, très, très bon point, et c'est vrai que j'aurais peut-être dû le mentionner, on va dire, avec plus de... il faut bien s'y prendre, entre guillemets, voilà, et c'est plus que je pensais par exemple à une action qui est faite par certains, c'est de mentionner peut-être sur un post sur les réseaux sociaux, cette année, du coup, j'ai décidé de soutenir telle ou telle organisation, parce que personnellement, c'est important pour moi, voilà, vraiment, pas dire oh toi il faut que tu fasses ça, mais plus voilà, je le fais parce que personnellement c'est important, et préciser que oui, il y a plein de personnes où effectivement ça va pas être possible, et notamment le Giving Pledge que j'ai mentionné, ils estiment que quand on a dans des périodes où on a des revenus faibles, ou qu'on est au chômage, ou qu'on est étudiant, etc., c'est clairement pas de donner 10% de ses revenus, voilà, plus proche de vraiment un minimum pour garder une habitude, mais voilà, il faut clairement pas, c'est clairement un point important. Oui, Mais notamment maintenant qu'on a appris cette information-là, c'est l'occasion d'en profiter pour quand vous mettez ce genre de post sur vos réseaux sociaux, vous le constatez, vous le dites, voilà, j'ai appris que ça fait un effet perverse, donc je décide, vu que ce que je souhaite c'est un résultat positif à la fin, donc maintenant que je le sais, je le dis, je communique là-dessus. Donc c'est une très bon chemin pour l'amener. Mais sur les réseaux sociaux par contre, parce que j'utilise quasiment pas de réseaux sociaux maintenant, là c'est beaucoup plus compliqué. On va dire spontanément hors de contexte. Non, c'est pas... Ouais, ça. Je vais pas l'afficher sur ma porte, je vais pas faire voilà. Il y a un contexte pour en parler et je vais pas l'amener de facto, sinon ça va être complètement. Mais même les contextes, ça s'écrit, on peut toujours commencer des discussions en termes de c'est quoi vos bonnes résolutions de cette année-là, c'est quoi vos résolutions pour les vacances d'été, c'est quoi. Ça s'amène, hein. Pour moi, c'est un peu de la manipulation, quoi. Commencer à amener le sujet pour pouvoir le mentionner. N'importe quelle communication peut être traitée d'une manipulation à partir d'un certain moment qui tranche la frontière à partir d'où ça devient une manipulation. Là, ça devient vraiment très intentionnel. Et si c'est dans un objectif positif, objectivement tout à fait positif. Je sais pas.
Après, si on reste dans une démarche, voilà ce que j'ai appris à la conférence machin, ils ont dit ça, c'était plutôt intéressant. C'est du partage au final. Je pose ça là. Oui, ça veut aussi le côté prendre à la distance, notamment dire c'est pas vraiment moi, mais j'ai appris ça à la conférence, donc se déresponsabiliser dans un sens, mais transmettre le message. Et puis, il peut y avoir pas mal de techniques. Hein. C'est la faute de Corentin Bito, c'est pas moi. Alors, on a une audience très en forme aujourd'hui. Est-ce que c'est pour rebondir à ce qui a été dit ou est-ce que c'est pour une question sûrement beaucoup, c'est votre chiffre sur les ONG, sur les ONG, que l'impact personnel change rien. Si on fait l'inverse, c'est-à-dire si les ONG ont fait des lobbies pour éviter que les gens fassent le tri sélectif, par exemple, donc ils ont un impact, et donc ils nous ont permis à ce qu'on ait des poubelles, ça voudrait dire que finalement, ce qu'ils ont fait ne sert à rien. Puisque si, par exemple, on prend l'ONG qui travaille sur les gouvernements pour que le tri existe, si vous nous dites que finalement, nous, le fait de faire des tri sélectifs ne sert à rien, on se demande finalement si les ONG qui ont travaillé là-dessus et œuvré pour arriver à ce résultat, finalement, on se demande si ça sert à quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, je vois le point, c'est un point effectivement intéressant. Alors, je ne dis pas qu'il faut arrêter de faire des actions individuelles. Personnellement, j'en fais beaucoup et je fais l'essentiel des actions qui étaient mentionnées sur le graphique de Carbone 4. C'est juste que dans un contexte où c'est pas forcément facile pour les gens de s'y repérer et que, en gros, si on leur donne plein d'actions à faire, ils vont pas toutes les faire, bah, du coup, ça peut être intéressant d'aller vers celles qui ont un impact particulièrement important. Voilà, ce qui fait que même si pas tout le monde les suit, bah, en contrebalancer, bah, ça peut être intéressant. Après, non, le fait d'agir, le fait des actions individuelles, je pense une bonne partie de l'impact, c'est l'impact social, le fait de montrer aux autres que c'est quelque chose d'important. Ça, c'est vraiment quelque chose. Pour les ONG, l'impact des ONG en tant que tel, par exemple le tri sélectif, en fait, ce qu'elles ont changé, c'est le fait de rendre plus facile une action et plus socialement accepter une action et de faire en sorte que, en gros, l'environnement soit plus favorable à tel type de comportement. C'est beaucoup plus facile de trier quand il y a des poubelles de tri partout, qu'il y a des affiches disant faut trier partout et que au final c'est pas si compliqué parce qu'il suffit juste d'aller dans la poubelle jaune en barin. Voilà. Et donc du coup ils ont un impact même sur les personnes qui s'en fichent un peu de l'environnement parce qu'ils facilitent des comportements. Hein. Voilà. Et c'est ça l'intérêt justement de changer les normes et la loi en fait. Hein. C'est que elles sont là quoi. Enfin, Si je peux intervenir en étant en partie d'accord avec monsieur, en partie d'accord avec ce que tu as dit. Donc effectivement, si on donne de l'argent à une organisation qui elle-même arrive à faire modifier les législations, ça a un impact tout à fait considérable. Et après, ça peut devenir pour les gens, quelque chose. Par exemple, l'obligation qui existe aujourd'hui en France et en Belgique de ne pas jeter à la poubelle classique tout ce qui est papier, etc. Ça a un effet. Je pense que la grande majorité des gens maintenant ne jettent plus le papier à une poubelle ordinaire. Ok, mais le fait d'avoir des nouveaux comportements, même si l'impact est réduit, à mon avis, ça a aussi un impact psychologique important, parce que donc c'est une sorte d'effet boule de neige. Si on se dit, si je me dis je donne 1000 € par an, surtout si ça ne coûte que 300 € en plus, je donne 1000 € par an à une ONG et après ça, je recommence à manger de la viande. Ouais, évidemment, bref. Si on regarde la charte, voilà. J'ai vu. C'est évidemment, on ne peut pas faire les deux en même temps, mais bon. Si on vient dormir 3000 €, allez, mais de fait, en effet, finalement, c'est ce qui compte, le résultat, il sera là. Mais c'est vrai que je me dis, il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à payer plus en achetant une voiture électrique, en achetant bio, en prenant tel produit. Et je me dis, si l'objectif attendu c'est un changement des comportements sociaux, c'est plus intéressant de viser à la source que le marché. Voilà. J'avais une question sur la législation, sur son efficacité. Alors, je vais essayer de retrouver ma question parce que je me sers du truc. Oui, voilà, c'est. Alors, une petite seconde. Non, c'était simplement pour savoir si vous avez évalué l'efficacité d'un ensemble de législations à avoir un effet sans effet de bord catastrophique sur un système
économique extrêmement compliqué. Par rapport à juste laisser faire le marché où il y a des acteurs pas centralisés mais beaucoup plus distribués qui vont chacun avoir une incentive à ce que la décision qu'ils prennent ne les conduise pas à la ruine. Est-ce que vous avez évalué cette différence? C'est-à-dire, en gros, est-ce que c'est plus intéressant de faire changer les lois ou de faire changer, de créer des nouvelles entreprises? En termes d'incentive, c'est-à-dire qu'on va avoir d'un côté une centaine d'experts dans un ministère d'un gouvernement qui sont vraiment extrêmement bien calés dans ce qu'ils font et qui vont essayer de prendre des décisions, de dégager un ensemble de législation pour la planète entière sans se tromper. Donc est-ce que 100 personnes vont être capables de complètement modéliser le système planétaire et son économie avec les milliards de personnes qui y vivent? Ou est-ce que finalement, ils vont jouer un peu au casino et jouer au casino avec l'argent des autres? Donc est-ce que leur incentive va vraiment prendre la bonne décision? C'est-à-dire, ah oui, en gros, est-ce que ça marche, quoi, hein? C'est-à-dire, approche centralisée et réalité face à approche décentralisée où les incentives, par exemple, de quelqu'un qui va investir du pognon dans une entreprise d'énergie, il a plutôt bien intérêt à analyser sa petite partie du problème planétaire, parce que lui, pour le coup, s'il se plante, c'est l'armée. Les huissiers, toute la semaine. Ouais, bonne question. Alors là, les organisations qui agissent pour faire changer les lois, c'est sur des portions entre guillemets ciblées en fait, sur lesquelles soit il y a des preuves scientifiques que véritablement ça permet de changer les choses sans effet rebond gigantesque. Sur la taxe carbone avec redistribution par exemple, il s'agit d'une des mesures pour le climat qui est le plus soutenue dans le monde académique pour le climat, y compris par des économistes, donc déjà pour faire changer des économistes compliqué. Et en fait ça a été mis en place notamment au Canada par exemple et en Autriche, et on voit un effet en fait, on voit que ça a eu un effet, donc il y a eu une expérimentation à ce niveau-là en fait. Donc il y a ça. Au niveau de ce que j'ai mentionné, assiette végétale, ils ont réussi à faire bouger notamment des CROUS, et il y a des lois qui sont passées, en tout cas par des précédentes coalitions sur végétalisation. On voit qu'il y a un effet en fait. Donc c'est plutôt evidence-based, sous-entendu, basé sur des choses qui se sont passées en fait. En essayant de prendre en compte les effets rebonds qui, eux, sont assez échangés. Plutôt parti pour dire qu'on peut modéliser l'économie d'une certaine façon. Qu'on a testé et on voit un effet. Après, je pense que je vais citer un exemple qui peut montrer un petit peu donner un exemple du type d'effet pervers que je vois en fait, qui n'est pas forcément modélisable pour le coup. C'est en Chine, pendant la révolution culturelle en fait. Bon, ils avaient des problèmes de rats. Ça bouffait les saloperies, ça transmettait des maladies, etc. Le consensus scientifique sur les rats qui bouffent, qui transmettent des maladies, je pense que tout le monde l'a. Le résultat, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé une législation. On va vous donner du fric pour chaque rat que vous tuez. Les gars ont élevé des rats. Voilà. Je pense vraiment à cette espèce d'effet de bord complètement imprévisible en fait, et qui va finalement être motivé par les problèmes économiques. Si je puis dire, cet exemple-là est connu. Il paraît qu'il y a eu la même chose avec les cobras en Inde. Donc oui, mais donc ça c'est une catégorie on fraude en fait. Voilà. Et après, c'est sûr que dans les obligations légales, il y a toujours des moyens d'échapper, mais je voulais quand même. D'abord pour dire que moi je suis plutôt genre l'État doit tout décider, mais je comprends que c'est ok. Mais je disais l'exemple dans l'histoire récente où les choses se sont le mieux passées, c'est la couche d'ozone. Et là, la couche d'ozone, c'était un moment où il y a eu une coopération entre les entreprises et l'État qui se sont mis d'accord pour avoir des obligations. Et pour moi, il y a on peut imaginer un système, on va dire, libéral au sens européen du terme, mais dans lequel un certain nombre de règles du jeu qui n'existent pas actuellement sont imposées. Et donc, par exemple, le fait pour revenir à l'exemple du smartphone que j'ai donné, donc que par exemple, les produits qui sont là-dedans, on doit étudier dès le départ l'aspect réutilisation, et puis après ça on garde le système capitaliste modéré, classique
pour le reste. Ça c'est un exemple, et alors un autre exemple qui en fait ne concerne finalement en réalité que les citoyens, c'est l'autre, c'est ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, il n'y a aucune obligation légale de ramener les déchets quelque part. Il y a une obligation, en tout cas en Belgique, je ne sais pas ce qu'il en est en France, mais je pense que c'est des règles européennes, donc c'est les mêmes. Si vous allez acheter une machine à laver, vous amenez votre vieille machine à laver, le vendeur est obligé de la prendre. Pas toujours avec enthousiasme, mais il est obligé juridiquement. Mais par contre, rien ne vous oblige, vous, à amener votre machine à laver. Donc là, on pourrait imaginer qu'il y a l'obligation, et ça ne concernerait même pas le système capitaliste, entre guillemets, mais uniquement les citoyens. Voilà. Comme il y a maintenant l'obligation, enfin vous n'êtes pas obligé de jeter votre papier, mais si vous jetez votre papier, vous êtes obligé de le jeter à un endroit déterminé. Mais tu peux avoir des primes justement d'incitation de marché qui seraient, tu ramènes ta machine à laver, le prix de la ferraille ou un truc comme ça, même si c'est que 20 € qui pourraient jouer, enfin il y a des choses qui ne relèvent pas forcément de l'obligation légale, qui pourraient déjà, comme disait Samy, des incentives qui aillent... Ça existe un peu dans le textile, ils le font dans certains dans les parfums, c'est vite fait, mais au moins c'est le même schéma. Plus loin que ça, parce que je pense qu'on est, je suis assez d'accord avec vous, Didier, que la puissance de feu d'un État, quand il dit on va faire ça et tout le monde se jette sur le problème, est phénoménal. Ça a marché pour la couche d'ozone, très bien. Mais par contre, si ça ne marche pas, par exemple, un exemple assez, on va dire, assez auquel des codes maintenant, c'est la transition énergétique en Allemagne. Bon, ça n'a pas très bien marché, je pense. Voilà. Non. C'est voilà. C'est un sujet très intéressant. Alors juste pour revenir sur l'exemple du cobra qui avait eu en lien en Inde, et il y avait des cobras qui étaient élevés dans des caves pour gagner de l'argent. À un moment, les Anglais ils se sont rendus compte de ça, ils se sont dit non, on va arrêter de donner de l'argent. Et du coup, les gens ils n'aimaient pas avoir des cobras dans leur cave, ils les ont relâchés dans la rue, donc il y avait plus de cobras. Exactement. Ils ont un intérêt personnel à voilà. Donc je suis d'accord que. Donc je suis tout à fait d'accord sur le fait que se focaliser sur une seule métrique peut facilement mal tourner, et c'est pour ça que je m'attends à ce qu'une bonne partie des efforts qu'on essaie de faire, c'est juste que le monde est compliqué, il y a plein d'effets de bord, de contrefactuels, etc. sur plein de domaines, et donc que du coup par défaut ça a des bonnes choses de pas marcher. C'est pour ça que les éléments que j'ai indiqués en fait c'est plus basé sur ok, il y a tel truc qui genre a marché dans tel contexte, donc on a des indications que même en prenant en compte les effets de bord, ça a eu des effets positifs quand même sur plusieurs éléments. Voilà, donc c'est plutôt ça. Et par exemple, pour prendre l'Allemagne, l'exemple est justement intéressant. C'est en gros, l'Allemagne, investir énormément dans solaire, etc., ça a effectivement réduit leur dépendance aux fossiles faiblement. Genre, il y a eu, je ne sais plus combien d'argent, énormément d'argent, et en gros, ils sont passés de 84% de fossiles à 78% de fossiles. Bon, voilà, entre autres lié au fait que l'Allemagne n'est pas ultra, il n'y a pas énormément de soleil. Mais s'il y a quelque chose de vachement important à prendre en compte, c'est le fait qu'en gros, ils ont balancé énormément d'argent sur des technologies de solaire, d'éolien, etc. à un moment où c'était extrêmement cher. Et en fait, il y a un peu une espèce de loi, je ne sais plus quel est le nom de cette loi, où en gros, quand on double la quantité quand on double la demande, en fait, le prix est divisé par 2. Voilà, ça marche pour certains outils technologiques, et le solaire, il me semble que ça marchait là-dessus. Et ce qui fait que du coup, grâce à l'Allemagne qui a investi beaucoup, ça a diminué énormément le prix des panneaux solaires parce que ça a mis plein d'argent dans de la recherche, de la compétition, de lancer le secteur, etc., etc. Et donc du coup, la diminution de 90% des prix du solaire entre 2010 et 2020 est notamment liée à la politique énergétique allemande, même si ça n'a pas beaucoup réduit les émissions de l'Allemagne en tant que telle. Ils auraient pu juste investir et pas forcément fermer les centrales. Après, c'est une décision. C'est une autre décision. Avant, juste comme vous partez, si vous avez encore une dernière question. Je me l'ai pris sa parole tout à l'heure. Non, mais juste comme. Moi, je vais juste que l'intelligence artificielle peut-être permettre de calculer les lois qui vont être votées par l'Assemblée nationale, parce que chaque fois qu'on fait une loi, est-ce que cette loi, on pourrait quantifier sur l'impact négatif ou positif d'une taxe carbone?
Alors, ma position là-dessus, c'est que actuellement, elle ne peut pas. Mais par contre, si elle passe à un stade où elle est suffisamment intelligente pour calculer tout ça, on a du souci à se faire parce que ça veut dire qu'elle est bien plus intelligente qu'un humain. Et comment dire, il y a toute une autre partie de l'altruisme efficace qui s'intéresse à la question des scénarios où les humains perdent le contrôle face à une IA qui est plus intelligente, plus rapide et plus compétente dans la plupart des domaines, y compris la persuasion. Et c'est un vrai scénario assez inquiétant qui pose problème. Il y a une page IA sur le site Altruisme Efficace France qui se pose cette question. Les dangers dits existentiels de l'intelligence artificielle, c'est un domaine qui passionne notamment beaucoup de transhumanistes, mais c'est un autre domaine. Maintenant, c'est une des choses que j'ai abordées, ceci étant, donc l'utilisation de l'intelligence artificielle dans toutes sortes de domaines liés aux économies d'énergie, aux améliorations technologiques, évidemment, c'est extrêmement important. Et je ne sais pas si c'est exactement votre question, mais en Belgique, il y a l'obligation de faire toute une série d'études avant qu'on vote une nouvelle obligation législative. Et parmi les choses qui doivent être examinées, il y a maintenant, ou depuis quelque temps, mais enfin en tout cas il y a maintenant l'impact écologique. Après, mais ça c'est une réflexion comme juriste, je vous ai parlé de tout ce qui est bullshit jobs, vraiment en passant. Le journal officiel belge, il fait maintenant plus de 100 000 pages par an, hein, personne ne les lit. Et donc on est dans un niveau de complexité tel que quand il y a une nouvelle loi qui est abordée, il faut toutes sortes d'avis, et puis forcément ces avis se contredisent les uns les autres. Voilà. Et ça sort un peu du sujet. Maintenant, l'utilisation de l'IA pour diminuer les consommations, pour étudier, etc., c'est évidemment extrêmement important. Merci. Alors, il nous reste une demi-heure. Tout ce qui a été dit pour l'instant, je trouve ça super intéressant. En fait, on pourrait passer des heures à discuter de ça. Monsieur a fait peut-être une petite transition aussi qui me permet de rebondir. C'est pour reprendre un peu les thèmes finalement de la séance. Après vos deux présentations, alors déjà peut-être question à vous et puis ensuite question ouverte, mais qu'est-ce qui aujourd'hui, qu'est-ce qui vous divise finalement sur ces deux projets, transhumanisme, projet écolo, et qu'est-ce qui pourrait vous rapprocher? Qu'est-ce qui vous rapproche peut-être déjà? Est-ce qu'on peut mettre des mots, des actions, même des concepts derrière, des choses qui il y aura encore cette impression de séparation, et est-ce que finalement c'est pas des préjugés, et qu'est-ce qu'on rapproche? En fait, toi, Corentin, tu es d'abord pour altruisme efficace, et altruisme efficace est un mouvement qui est assez proche du mouvement transhumaniste, donc moi je peux répondre aussi par rapport à ta question, qu'est-ce qui divise, qu'est-ce qui souvent oppose, on va dire, les technoprogressistes, pour prendre l'ensemble, avec, disons, les personnes qui ont l'impact écologique comme vision principale. Alors, c'est relativement simple, c'est les gens qui ont, enfin, une partie non négligeable des gens qui ont l'écologie comme impact, comme but principal, considèrent que les progrès technologiques ayant des effets négatifs globaux, il ne faut pas aller plus loin au point de vue des progrès technologiques, et ils justifient cela notamment par, et ils n'ont pas tort sur le passé, par l'effet rebond, par le fait que ce qui est aussi arrivé, c'est qu'on a arrêté certaines pollutions pour en établir d'autres, et ainsi de suite. Donc voilà, ça c'est. Donc je pense que vraiment, au bout de la route, comme on dit en anglais, à the end of the day, enfin je sais pas, il y a cette conviction que les progrès technologiques, en tout cas maintenant, il ne faut pas continuer parce que ça va mal finir. Ça nuit finalement. Et ce qui d'ailleurs, presque paradoxalement, la peur, enfin, les transhumanistes sont les premiers à dire que, en ce qui concerne l'intelligence artificielle, il y a aussi des risques. Voilà. Parce que
les personnes qui s'intéressent au transhumanisme, c'est presque toujours, ça comprend presque toujours le souhait de vivre plus longtemps, en bonne santé, etc. Et donc on s'intéresse aussi particulièrement au risque, parce que si on veut vivre 3000 ans, autant ne pas mourir dans un accident de voiture, dans une catastrophe nucléaire, et ainsi de suite. Alors j'aurais un lien avec ça après. Et, oui, peut-être aussi, mais ça, dans le manifeste virilien, on avait une position très nuancée et plutôt contre, on va dire, le nucléaire, mais la grande majorité des transhumanistes sont pour le nucléaire, donc ça c'est aussi une chose où, en général, jusqu'à un passé récent, les écologistes étaient très opposés au nucléaire. Maintenant, ça a un peu changé. Voilà. Avec l'exemple effectivement allemand, là je vais donner mon avis aussi sur le fond. Sur le fond, je suis passé d'une position arrêtons le nucléaire parce que de toute façon tout le monde est contre, etc., et que ça coûte cher, hein, à une position arrêtons le nucléaire pour le futur, mais les centrales qui sont déjà là, ne les arrêtons pas parce que c'est du gaspillage. En très bref. Par curiosité, pourquoi ce shift et pourquoi tu t'es arrêté à cette idée-là de juste ne pas faire plus de centrales, de maintenir les anciennes? Parce que, comme me disait Corentin tout à l'heure, si les décisions de Macron de créer des centrales nucléaires sont suivies d'effets au rythme envisagé par Macron, c'est 2039, et que 2039 c'est trop loin pour des choses urgentes, et le nucléaire nouveau de la fission et pas de la fusion, ou de la fusion et pas de la fission, on me trompe toujours, de la fusion et pas de la fission, c'est pour dans 50 ans, depuis 50 ans. Autre question, peut-être pas en France, mais du coup le nucléaire dans des pays pauvres qui ont une électricité qui est essentiellement basée sur du fossile, par exemple, là pour mettre du nucléaire davantage, comment est-ce que tu percevrais la chose? Je pense que c'est plus coûteux, surtout que les pays avec le niveau de vie, les pays où il y a encore une proportion non négligeable de la population qui vraiment meurt de faim ou en tout cas est en situation de malnutrition, etc., c'est des pays avec beaucoup de lumière, tout simplement. C'est des pays d'Afrique subsaharienne, et que le coût de l'énergie solaire est maintenant inférieur au coût des autres énergies. Et donc, mis à part la question, je serais favorable au nucléaire, je répondrais probablement que créer un réseau de panneaux solaires, ça a un coût matériel aussi. Mais mis à part cette question-là, c'est beaucoup plus simple. Voilà, ça c'est ce que je dirais. Et encore une fois, même, aujourd'hui, pour des raisons en partie qui m'échappent, aussi pour des raisons de mesures de précaution beaucoup plus grandes, et aussi pour des raisons d'opposition d'une partie de l'opinion publique, construire une centrale nucléaire aujourd'hui, ça dure beaucoup plus longtemps que construire une centrale nucléaire il y a 50 ans, ce qui est quand même... C'est parce qu'on est devenu mauvais. Pardon ? C'est surtout que l'industrie a perdu tellement de compétences, et pour avoir quelques potes à moi qui bossent dans le nucléaire, à différents niveaux, c'est ils sont bien contents maintenant avec les nouvelles générations, en tout cas les ingénieurs qui sont devenus ingénieurs il y a 10-15 ans, il y en a beaucoup plus qui se remettent sur cette filière-là. Ouais. Mais on a quand même un gros gap de compétences à récupérer, parce qu'entre-temps, il y a plein d'anciens qui se sont barrés, qui avaient des capacités pas possibles, qui étaient là quand De Gaulle a dit on va pas fait ça, et puis qui n'ont pas transmis leur savoir. Les techniciens cyber, ce genre de choses qui vont plus. Entre autres, ouais. Mais sinon, je voudrais demander à Corentin, dans ce que moi j'ai dit, donc qui est repris du manifeste virilien, sauf la question sur les smartphones que j'ai ajouté tout à l'heure. Et voilà, est-ce qu'il y a des choses où tu penses qu'il y a un désaccord sur le fond? Alors, juste, je reprends la question de tout à l'heure sur transhumanisme, Alsos efficace, écologie, etc. Alors, déjà, je pointe juste du doigt que je ne suis pas nécessairement porte-parole de Alsos efficace ou de l'écologie, etc. Parce que c'est des mouvements qui ont
une diversité de points de vue et qui ont des objectifs finaux communs, mais sur les moyens qui peuvent être assez différents. Voilà, sur Altres Efficace, par exemple, ceux qui s'intéressent il y a beaucoup qui s'intéressent à la santé et pauvreté, sur les animaux, sur etc., qui n'ont pas nécessairement d'opinion sur le transhumanisme dans un sens ou dans l'autre. Voilà, et même ça dépend beaucoup des domaines. Pareil pour l'écologie, où sur les moyens, les gens vont beaucoup effectivement diverger. Et du coup, juste une question sur moi, un questionnement que j'ai en fait, c'est que en gros, il y a deux éléments. Il y a d'abord celui de la complexité, c'est-à-dire que pour maintenir des des choses extrêmement haute technologie pour peut-être réussir à modifier les comportements humains pour peut-être avoir moins de être moins dans le tout le temps, toujours plus, etc. Donc, si on le veut bien sûr, comme c'est précisé. Et par exemple pour augmenter la durée de vie, j'ai du mal à voir déjà en termes d'échelle de temps à quel point ça peut arriver et donc être actionnable, utile pour l'écologie. Voilà, je n'ai pas énormément de données là-dessus, ou alors peut-être que je n'ai juste pas suffisamment creusé. Et une autre question, c'est celle de la complexité, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des hautes technologies qui nécessitent un degré d'organisation sociale assez complexe. Voilà, et de la même manière qu'une centrale nucléaire, c'est justement très très compliqué à mettre en place, sous plein de compétences, sous plein de chaînes d'approvisionnement, etc., etc. Et c'est une raison majeure pour laquelle ça n'a pas été déployé genre dans plus de pays que ça en fait, parce qu'il faut un État prêt à mettre énormément d'argent et de compétences pour développer le truc. Actuellement c'est le cas et qui fait que c'est beaucoup plus difficile à déployer que genre du solaire ou autre et qu'avec qu'une poignée de pays qui s'en sont saisis. Du coup, je voulais savoir, est-ce que dans un monde plus sobre, est-ce que ce niveau de complexité peut quand même être viable, voilà, y compris dans un contexte de peut-être déclin des énergies fossiles? Oui, alors moi je vais répondre à la deuxième partie de ta question, enfin la deuxième question même. Le niveau de complexité, d'abord je pense qu'on y est déjà, on est depuis, en fait, on va dire depuis que Internet est devenu indispensable au fonctionnement de la société globalement, enfin dans la plupart des pays riches, disons, eh bien on ne peut pas s'en passer et donc ça rend déjà les choses extrêmement complexes. La deuxième, et donc oui, ça, par certains aspects, la complexité augmente si on continue les progrès technologiques, mais peut-être que par d'autres aspects ça va les diminuer. Et de toute façon, pour moi, le fait d'être dans un monde où on est beaucoup plus dépendant, pour moi, dans une optique, on va dire, de solidarité, c'est mieux. C'est mieux parce que ça veut dire que personne, ni les plus riches ni les plus pauvres, personne n'a avantage à ce que Internet ne fonctionne pas et à ce que tout le monde se retrouve chacun pour soi. Voilà, ça c'est un aspect. Par rapport à la question, si j'ai bien compris, enfin oui, des progrès, par rapport à la question des progrès concernant notre corps, il y a deux sous-questions. Il y a une chose dont j'ai peu parlé, mais qui tient beaucoup à cœur, notamment de Marc Roux et d'autres, c'est les modifications vraiment concernant notre cerveau, donc les améliorations. Et donc je donne l'amélioration pour devenir plus heureux, mais aussi pour être plus empathique, moins violent, etc. Ça, d'abord, ça pose pas mal de questions éthiques. Ensuite, à supposer qu'on trouve la solution, par exemple, pour rendre les gens non violents, ça poserait une question morale, parce qu'il faudrait presque obliger les gens à devenir non violents, donc c'est très complexe. Et enfin, et surtout, on est encore extrêmement loin de progrès dans ce domaine-là. Pour ce qui est de pouvoir vivre beaucoup plus longtemps en bonne santé, là j'ai l'impression que c'est potentiellement relativement proche, parce que il y a des animaux déjà aujourd'hui qui peuvent vivre pendant des siècles, et ils ne sont pas tellement différents de nous au point de vue biologique, donc on pourrait envisager cela par thérapie génique. Ceci étant, je suis moins optimiste dans ce domaine-là aujourd'hui qu'avant 2019, pour la raison que j'ai dit, puisque 2019, enfin, je le redis,
entre 2019 et 2021, l'espérance de vie dans le monde a diminué de plus d'1 an. Et donc, dans toute l'histoire, de 1946 à 2019, jamais, pendant 1 an, l'espérance de vie n'a diminué globalement dans le monde. Okay, ça, c'est une première raison de relativisation forte. Et la deuxième raison de relativisation forte, c'est qu'en 1997, à Arles, mourait Jeanne Calment à l'âge de 122 ans, même s'il y a quelques contestations. Et aujourd'hui, la personne la plus âgée au monde a 117 ans, je crois, 117 ou 118, enfin, en tout cas, n'a pas le même, on n'a pas progressé en 27 ans pour la durée de vie maximale, et on n'a pas tellement progressé, comme je l'ai dit, on est aujourd'hui à la situation d'il y a 5 ou 6 ans pour la durée de vie moyenne et médiane, etc. Voilà. Ceci étant, je pense qu'avec les progrès en matière d'intelligence artificielle extrêmement rapides, les progrès en matière d'interconnexion des données, les progrès en matière, encore et peut-être même surtout, de connaissance du génome et aussi de connaissance des protéines, notamment, oui, on devrait y arriver, mais j'aurais... Si on m'avait dit il y a 15 ans, quand j'ai commencé ou il y a 30 ans, quand j'ai appris le décès de Jeanne Calment, que 30 ans plus tard, on n'aurait pas dépassé son âge, puisque c'est déjà maintenant, on est 118, 122, ça veut dire qu'il y aura eu au moins 30 ans sans dépasser la durée maximale de vie. En tout cas, dans ce qui est recensé. Parce que, évidemment, oui, mais... J'aime bien dire, si vous lisez un journal avec un article à propos d'une vieille femme ou encore plus d'un vieil homme de 125 ans, ça vous donne plus d'informations sur la qualité du journal que sur l'âge de la personne. Je veux dire, il n'y a presque certainement personne qui a vécu plus que 120 ans dans l'histoire de l'humanité, presque certainement. Et alors, par rapport au longévitisme, Corentin, c'est une question posée pour toi. Par rapport à un modèle plus durable, à l'écologie au sens global, est-ce que c'est quelque chose de ton point de vue qui peut plutôt nuire? Est-ce que le concept même de vouloir vivre plus longtemps, ça veut dire peut-être in fine, si tout le monde a accès à ça, une surpopulation encore plus, en tout cas dans ce qu'on peut en penser. On verra peut-être d'idées pour rebondir là-dessus pour montrer que ce n'est pas forcément le cas. Mais en tout cas, dans ce qu'on peut dire, si tout le monde vit plus longtemps, si le rythme de la procréation continue, statistiquement, mathématiquement, on va encore plus surpeupler la Terre. Donc est-ce que d'un point de vue écologique, ça fait peur, ce concept-là? Est-ce qu'à l'inverse, on dit peut-être que c'est une chance pour des raisons que tu peux avoir en tête? Quel est ton avis là-dessus? Alors, mon avis là-dessus, c'est que, alors, on reprend les questions de population, et c'est souvent un sujet qui est mentionné dans l'écologie et peut-être pas toujours bien traité, parce que peut-être souvent caricaturé en mode oh, on est trop nombreux, il faut. On fait quoi? Voilà, donc genre une politique de l'enfant unique ou un truc comme ça. Personnellement, mon attente, c'est que la population, à moins de grosses catastrophes qui n'est pas nécessairement probable, genre soit comparativement relativement stable. Voilà, parce que il y en a qui estiment qu'on a probablement passé le pic des enfants en 2017. C'est-à-dire qu'en gros le maximum d'enfants qui sont nés en une année, pour l'instant c'était 2017 et ensuite ça a commencé à diminuer un peu. Voilà, donc du coup, en gros les estimations qui traînent sur les populations, c'est genre peut-être entre 9 et 10 milliards, il me semble, d'ici 2070-2080, je crois. Et que même si on mettait une politique de l'enfant unique genre sur toute la planète, on serait quand même globalement à 8 milliards. Donc mon attente sur la population, c'est que, bon, en gros, globalement, elle va rester stable et que c'est pas un très bon levier pour agir dessus, parce que qu'est-ce qu'on va faire? Et donc, il vaut mieux essayer de travailler pour réduire l'impact environnemental de ceux qui sont déjà là. Sur la longévitisme, le fait de vivre pendant vraiment plus longtemps, ma vision aussi, c'est que
en fait, là on entre dans la zone totalement inconnue en fait, dans le sens où déjà moi je m'intéresse à genre 2030, 2050, 2070 et au-delà sur les trucs de très long terme, il y a tellement de choses qui peuvent se passer que je vais juste pas faire de prédiction là-dessus. Il y a vraiment beaucoup d'incertitudes. Voilà. Après, le fait que les gens puissent, qu'ils sont déjà actuellement, il me semble, ça dépend des pays, mais entre 1 et 2 de faire des enfants, genre entre 2 enfants dans les pays les plus riches, le fait qu'ils puissent vivre encore plus longtemps après 60 ans, bon, ça m'étonnerait qu'ils continuent à faire genre encore moins d'enfants parce qu'ils savent qu'ils peuvent vivre au-delà de 60 ans. Donc, voilà. Mais oui, ça peut augmenter effectivement la population parce qu'une bonne partie de l'augmentation de la population, c'était une diminution de la mortalité en vrai. Voilà, mais bon, c'est tellement loin que je ne vais pas me baser là-dessus pour anticiper des résultats. Et moi, mais comme j'ai vu qu'il y avait 2 questions, je vais le faire très vite. Donc, il y a une corrélation n'est pas causation, c'est pas causation, cause en français, mais il y a un lien très fort entre d'une part le nombre d'enfants et d'autre part la durée de vie et encore plus le niveau d'éducation, principalement des femmes, puisque c'est elles qui ont les enfants, actuellement en tout cas. Et donc jusqu'ici, le nombre, jusqu'ici, quand un pays devient plus riche et quand les gens vivent plus longtemps, il y a moins d'enfants et donc il y a moins de problèmes de croissance de la population. Mais ça tu l'as dit, aujourd'hui, si on prend le monde, moins l'Afrique subsaharienne et quelques autres pays, la population est déjà en stable ou en légère diminution. C'est uniquement si on prend l'Afrique subsaharienne et quelques autres pays qu'il y a une croissance encore de la population. Et dans ces pays où il y a encore croissance de la population, c'est généralement des pays très pauvres, encore une fois. Voilà. La Chine étant l'exemple, la Chine c'était l'exemple de bombe population, et donc depuis maintenant, là c'est déjà la 2e année, je crois, qu'il y a une diminution de la population, mais la première année c'était à cause du Covid, probablement à cause de la Covid. Voilà. 2 personnes, mais peut-être, je profite pour dire, donc là on doit peut-être les dernières questions, mais spécialement pour ceux qui n'ont pas posé de questions, peut-être. Enfin, vous n'êtes pas obligé, hein, mais... Pas obligé, mais vous êtes encouragé. Voilà. 1, 2, 4. Donc, c'est... Je pense qu'on est un peu timide pour poser des questions. Dans ce cas-là, donnez votre avis, c'est un petit comité quand même, donc on peut... Mais si vous n'avez rien à dire, ne dites rien. Parce qu'il y en a derrière qui sont comme ça. C'est parce que j'ai vu une main commencer à se lever tout à l'heure. Non, sûr? Non, je pense pas. Non, ça va, c'est clair. Alors, les questions de... Ouais, alors c'est... en fait, c'est pas vraiment une question. Je voulais potentiellement proposer quelque chose. Je vois un sujet sur lequel ce serait peut-être intéressant pour les transhumanistes et les altruistes efficaces d'échanger. Ça serait, à vous de me dire après si ça vous intéresse, mais dans quel cadre l'humanité va se développer en maximisant son développement technologique et en minimisant les risques de l'existentiel. C'est-à-dire un problème qui arrive, déjà le temps que le problème soit vraiment sur nous, ça va être un peu plus long, et ensuite l'efficacité, l'humanité de se mettre sur ce problème. Est-ce qu'il y a un cadre, je sais pas, peut-être un énorme État ou un truc plus décentralisé ou un truc entre les deux, je ne sais pas, mais ça peut être une discussion intéressante. Parce qu'on est dans les deux trucs. Quoi. Alors, rapidement, moi, ma vision du futur à, entre guillemets, long terme, c'est que c'est le bordel. Non, sous-entendu, c'est vraiment difficile de prédire à quoi ça peut correspondre parce qu'il y a des futurs entièrement différents qui traînent. Il y a des futurs où, comme j'ai mentionné, il y a des risques existentiels qui font que, paf, grosse guerre nucléaire et bon, pas de chance, quoi, ce qui est loin d'être improbable. Il y a les futurs où il y a une intelligence artificielle qui est plus intelligente que les humains parce qu'on est en train d'essayer de la développer. Ça semble techniquement faisable et on ne sait pas comment faire en sorte que elle
reste sous notre contrôle avec les moyens actuels. Donc ça peut donner plein de futurs entièrement différents, allant de extraction de l'humanité et plein de sentience artificielle à un truc vaguement similaire aujourd'hui, mais hyper boosté avec plus de technologie. Donc voilà, il y a vraiment de tout dans les différents futurs. Il y en a un autre aussi où c'est que avec le déclin des énergies fossiles, qui genre au niveau du pétrole par exemple, on n'a toujours pas dépassé le niveau de production de pétrole de 2018. Donc voilà, on est très dépendant du pétrole et en fait ça peut déclencher causer des gros problèmes au niveau de la croissance économique qui pour l'instant est très dépendante de la production d'énergie. Notamment on est très dépendant du pétrole pour les camions par exemple. En gros, tout ce qui a été transporté autour de nous actuellement, ça a été transporté par des camions alimentés au diesel. Voilà. Tout ce qui est voilà, le plastique, justement, le vernis de la table, le pull, le téléphone, etc., etc. Et pour remplacer tout ça, il faudrait, je crois que c'est l'IAE qui estime que pour remplacer tout le plastique, il faudrait la moitié de la biomasse renouvelable mondiale. Et biomasse renouvelable mondiale, ça inclut en gros les forêts et les champs, quoi. Donc beaucoup quoi. Donc, bref, c'est un autre scénario effectivement celui où crise liée notamment aux ressources et du coup possible déclin. Donc c'est juste. Personnellement, je ne vais pas essayer d'anticiper le futur en fait. Je suis plus en mode, ok, quelles sont des actions à relativement court terme qui peuvent avoir un impact positif sur le présent et sur le futur, et comment je fais pour pousser dans cette direction-là. Ouais. Moi j'ai une réponse un peu différente. Moi je pense qu'effectivement ça fait partie des choses communes, altruistes, efficaces, mais particulièrement parce que dans le monde anglo-saxon, pour les altruistes efficaces, il y a beaucoup de personnes qui réfléchissent aux aspects long-termistes, très long-termistes. Ça a même fait l'objet de controverses parce qu'on reprochait en très court aux long-termistes de se préoccuper du long terme et pas du tout, même, voilà, pour faire caricatural, s'il y a 100 millions de morts aujourd'hui, mais 100 milliards de gens qui vont vivre mieux après-demain, c'est mieux parce qu'un être humain de demain, c'est la même chose qu'un être humain d'aujourd'hui. Voilà. Ce qui n'est pas ce qui n'est pas, on va dire, ce qui n'est guère défendable dans la mesure où ce qui va se passer après-demain, on n'en sait rien, dans la mesure où généralement on ne considère pas qu'un être qui n'existe pas encore mais qui sera seulement là potentiellement dans le futur a autant de valeur qu'un être qui n'est pas là encore, qui est déjà là, pardon. Et je ne sais plus quelle est. Et la troisième chose, c'est que en général, quand même, si on améliore la situation aujourd'hui, en étant attentif au futur, on améliore aussi. Il y a quand même peu de cas qu'on peut imaginer où on aggrave considérablement la situation aujourd'hui pour l'améliorer dans le futur. Très rapidement sur le long-termisme, qui est voilà, en gros le fait de préserver les générations futures, de préserver nos petits-enfants et leurs petits-enfants, de petits-enfants, etc. Voilà. En gros, voilà, effectivement, il y a des critiques qui ont été énoncées là-dessus, mais comme sous-entendu, voilà, sacrifier le présent pour préserver le futur, etc. Alors qu'en pratique, quand on regarde les gens qui travaillent dans ce domaine et qui se considèrent long-termistes, en fait, ils travaillent pratiquement tous contre les risques d'extinction de l'humanité, parce que comme extinction de l'humanité, c'est pas bien court terme et très long terme, voilà, donc notamment sur risques liés à l'IA, liés aux pandémies artificielles, parce que oui, on peut faire des pandémies artificielles. En tout cas, on va être beaucoup plus compétent à le faire dans le futur avec le développement de la technologie. Risque de lutte contre les guerres nucléaires, etc., etc. Mais du coup, c'est que des choses qui sont bénéfiques dans les deux cas. Donc voilà, il n'y a pas besoin de prédire le futur très lointain pour voir la valeur de ça. Si je voudrais quand même ajouter une phrase. Moi, il y a quelque chose qui m'échappe un peu de la part des gens. Moi je suis de gauche, on va utiliser ce terme-là, tout simplement. Et de la part des gens de gauche et des gens, aussi écologistes et même, c'est souvent un synonyme. Bref, qu'est-ce que je vais dire maintenant, de considérer qu'il y a autant de différences entre
allez, comment je... Enfin, j'ai souvent entendu le raisonnement de dire, ah oui, mais les grandes compagnies insistent sur les risques à long terme pour qu'on oublie les risques à court terme. Je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut croire ça, en fait. Tout simplement, si j'étais un patron de Big Tech, je ne dirais pas après-demain c'est très dangereux pour essayer que les gens n'aient pas peur de demain. Je ne comprends pas ce raisonnement, mais pourtant on l'entend très souvent. En tout cas en Belgique, dans les milieux de gauche, dire, mais j'entendais encore quelqu'un en français aussi dire ça, ah oui, en réalité, les patrons des grandes compagnies informatiques disent qu'il y a des risques existentiels parce qu'ils ne veulent pas parler des risques à court terme. Si besoin, il y a un papier qui est sorti pour indiquer que non, le discours sur les risques lointains de l'intelligence artificielle n'ont pas nuit à la prise en compte des risques à court terme. Donc, voilà. Donc même empiriquement, ça justifie pas. Est-ce qu'on fait la dernière question? Une dernière question. Ouais. Si on a une. D'abord. J'en ai plein. Oh non. Il faut choisir la meilleure là. Non, mais je peux rebondir sur. Bon, top 10. Hein. Je peux rebondir sur ce que vous venez de dire par rapport aux grands patrons de boîtes qui bossent sur l'intelligence artificielle. Est-ce que finalement leur incentive à eux, ce serait pas de garder une avance sur le développement de leur technologie? Par exemple, ils sont à l'état de l'art et bon, il faut qu'on on va continuer, on a cette avance-là, on doit garder cette avance-là. Comment on fait pour tirer dans les pattes de la concurrence? Oui, alors, donc ça, ma compréhension du truc, c'est que c'est pas nécessairement le cas dans le sens où, en gros, les régulations que, par exemple, OpenIA, tout ça, vont demander à des législateurs, parce que c'est déjà rare que ça arrive, en fait, c'est sur les gros modèles d'intelligence artificielle, et pas nécessairement genre les petits modèles, etc. Donc, du coup, ils ont... en fait, ça couvre, ça va pas faire concurrence à la grande majorité des entreprises en IA, en fait, et c'est juste que le panier ultime de ceux qui peuvent travailler sur des modèles immenses, etc. Gros modèle qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas l'influence, la loi qui dit taille du modèle, résultat qu'on va avoir, moi c'est une législation arbitraire. C'est arbitraire. Parce qu'on peut mettre la barre où on veut. Il y a des ordres de grandeur de différence entre les modèles type ChatGPT et les trucs utilisés par la grande majorité des compagnies de IA. Par exemple, là, il y a une boîte qui s'appelle Mistral, française, qui a créé un modèle à 7 milliards de paramètres qui stack GPT 3.5 sur certains benchmarks. Donc finalement, si Mistral 4 est bien au-dessus avec 7 milliards de paramètres que GPT-4, finalement la législation dit. Bon, après si on peut toujours avoir le truc. Bon, après, faut creuser le truc, c'est un sujet compliqué. Mais voilà, en gros, on regarde Sam Altman, le président de OpenIA, de 2015, avant même d'avoir créé OpenIA, il était en mode, ok, il y a des vrais risques sur le fait que l'IA en fait peut être un risque d'extinction gigantesque. Donc bon, à moins qu'il ait essayé pendant 9 ans de faire de la capture régulatoire, c'est pas un truc qui me semble le facteur majeur. On peut compter sur Sam Altman, mais je parle plutôt on factorise Sam Altman et on parle d'incentive d'un président de boîte qui aurait l'avantage technologique dans cette technologie. Moi je voudrais répondre, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ce que tu viens de dire et je pense que c'est important aussi. Donc encore une fois, cette idée que c'est exprimé, mais et je comprends, par le terme souvent pompier pyromane. Donc c'est à la fois ceux qui interviennent par rapport au risque et ceux qui progressent par rapport au risque. La première chose à dire là-dessus, et ça c'est ce que tu as dit en fait, c'est ils l'ont dit avant d'y être et surtout d'autres l'ont dit avant. Il y avait Stephen Hawking, le spécialiste du domaine, qui est d'ailleurs un des fondateurs du transhumanisme, c'est Nick Bostrom, lui il n'est pas dans une grande compagnie. La deuxième chose quand même, c'est vrai que je pense qu'en fait le raisonnement à la fois intéressé et en petite partie désintéressé des gens de la Big Tech, c'est le biais normal, quand on est tout au-dessus. Donc effectivement, ils sont les plus avancés et donc ils s'estiment les plus compétents pour
continuer à avancer avec le moins de risques possible, et donc ils veulent un environnement juridique qui les arrange eux-mêmes puisque c'est les meilleurs. Voilà. Et donc ça veut dire notamment empêcher les concurrents de les dépasser. Voilà. Mais ça ne veut pas dire pour ça qu'ils sont de mauvaise foi. Ils font leur tâche. Voilà. Mais après maintenant, comme technoprogressiste, et donc c'est aussi une des choses, je pense que globalement l'Union européenne, et d'ailleurs les États-Unis, qui ont une législation dont on ne parle pas du tout, l'Union européenne et les États-Unis ont raison de faire des démarches législatives pour limiter les risques, mais je préférerais un système dans lequel les États réellement investissent pour limiter les risques et pas pour obliger les big tech à limiter les risques. Donc je préfère, l'Union européenne a des centaines de milliards d'euros, il pourrait avoir des informaticiens qui réfléchissent à tous les risques existentiels et aussi qui réfléchissent à tout ce qui peut être développé au point de vue de l'informatique. C'est pas, je me trompe peut-être, mais c'est pas Thierry Breton qui est en charge de ces questions-là en ce moment à l'UE. C'est Thierry Breton qui est en charge d'une partie de ces questions-là. Thierry Breton qui a magistralement réussi à couler toutes les boîtes dans lesquelles il a bossé. Mais oui, vas-y. Je ne voudrais pas critiquer un Français. Prenez ma liberté. Allez-y, on sait que vous allez bien faire. Voilà, on peut en débattre, mais j'aurais pour le moment, de toute façon, Thierry Breton, pour le moment, il est en charge justement de la législation qui mettrait des freins. Oui. Mais pour le moment, il n'y a pas une institution européenne qui est en charge de réellement réfléchir à la limitation des risques avec des informaticiens qui travaillent là-dessus. Alors que en Belgique, par exemple, il y a je ne sais pas combien, mais certainement des milliers d'informaticiens qui sont payés par l'État. Et certainement des centaines, si pas des milliers, rien que dans le ministère de la Défense, et encore plus probablement en France. Bon, moi, je devoir voilà. Et je dis juste, s'il y a des personnes qui c'est un peu dérivé sur le sujet des risques liés à l'intelligence artificielle, mais s'il y en a qui s'inquiètent de ces sujets, on a également une page sur l'IA qui indique ce qu'on peut faire dans le domaine, plein de ressources, etc. Ainsi que des associations dans ce domaine-là, parce que en gros, pour faire changer les lois là-dessus, il faudrait, mais moi je n'ai pas le réseau ni les compétences d'aller changer les lois à l'Union européenne. Donc du coup, c'est là encore des associations qui s'occupent de ça. Donc s'ils arrivent mieux pour moi, D'accord. Merci Didier, merci Corentin. Et merci à vous pour les questions, pour avoir reçu le débat. Est-ce que vos présentations